Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, j'accueille Julia, 25 ans, et qui a déjà traversé un burn-out. Études en école de commerce, prépa, alternance, envie d'entreprendre, TEDx, ghostwriting, conférences, bref, le profil parfait pour briller et en faire tout un art. Sauf qu'à force de vouloir tout faire et le faire bien, Julia s'est un peu éloignée d'elle-même et de ce qui la fait vraiment vibrer. Je m'étais toujours pensée un peu waterproof au burn-out. Jusqu'à ce que son corps dise stop. Un vrai stop en janvier dernier, en plein cœur de sa vingtaine. On n'est pas à l'écoute de ce qui est vraiment important pour soi. De devoir définir ta valeur, c'est pas évident. Mais Julia, genre là, prends 2 semaines de congé parce que t'es pas bien, quoi. Je me mets à pleurer pour rien. Je sens une fatigue physique dès que je me réveille le matin. Qu'il a décidé à démissionner d'une boîte chère à son cœur pour mieux honorer sa propre voix. Ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, c'est comment on en arrive là, même quand on aime ce qu'on fait, mais surtout parce qu'on sait le faire. Pourquoi la loyauté, la peur de décevoir ou la sécurité peuvent nous pousser à ignorer nos signaux internes et nous éloigner de ce qui était déjà là. Et surtout, comment Julia a transformé cet arrêt brutal en un nouveau départ. Parce qu'à 25 ans, elle a compris qu'on peut faire un burn-out, mais aussi en renaître autrement. En apprenant à écouter son rythme, à honorer sa différence, son TDAH, et à construire une vie alignée à ses rêves et pas à ceux des autres. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de La Relève, où on va parler de courage, d'écoute du corps et de vérité intérieure. Un épisode qui te rappellera que peut-être ton rêve, il était déjà là depuis le début. Bonjour Julia. Salut Jennifer, merci beaucoup. Merci d'être ici. Je vais commencer avec cette question par laquelle j'aime bien démarrer. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, tu as déjà traversé des choses. Il y a eu des avant, des après, des moments de vie de résilience. Ici, on a souvent des parcours liés à la santé mentale parce que c'est vraiment un sujet qu'on aime traiter ici. Et merci de partager ton témoignage. Et si tu pouvais commencer par nous dire, si tu pouvais nous donner 3 mots qui résumeraient ta vie d'avant, donc plus courte en termes d'échelle, hein, mais celle plutôt, on va dire, toujours ce moment peut-être un peu fatidique qui est avant le burn-out, comment ça s'accélérait, ou comment était le rythme, etc. Et 3 mots pour désigner ta vie aujourd'hui. Pour les 3 mots de ma vie d'avant, je dirais excellence, recherche de croissance, qu'elle soit personnelle ou financière, et rapidité. Recherche de croissance, excellence, rapidité. Ok. Ta vie d'aujourd'hui, ce serait quoi les 3 mots qui la résument ? Plaisir, lenteur et vision. Ok. Lenteur, plaisir, vision. C'est marrant parce que maintenant je commence à avoir un panel et j'adore. Je voudrais qu'un jour je vais tous vous mettre les uns après les autres, mais parce que c'est fou comme les mots plaisir sont vraiment dans les vies d'avant et on vient les chercher et ce rapport de lenteur et de vitesse aussi. Donc je vais les garder. Est-ce que tu pourrais aussi, moi j'ai présenté une image, un déroulé de ta vie. Est-ce que tu pourrais te présenter, je ne sais pas si je peux dire brièvement, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour que déjà les auditeurs qui vont nous écouter ou ceux qui nous regardent sur YouTube te connaissent un peu mieux pour ceux qui ne te connaissent déjà pas? Oui, moi très tôt j'ai su que j'avais envie d'entreprendre parce que dans l'entourage familial, enfin même dans les adultes que je voyais autour de moi, j'avais l'impression qu'il y avait énormément de gens qui n'étaient pas du tout épanouis dans le salariat. Donc j'avais envie d'entreprendre, mais je ne savais pas trop par où commencer. Et j'ai lancé à 21 ans un podcast pour justement interviewer des personnes, notamment des entrepreneurs, sur leur parcours et voir un peu quelles étaient les nouvelles possibilités de travail aujourd'hui pour s'aligner et faire quelque chose qu'on aime. Et aussi, j'ai fait une école de commerce et je voyais bien qu'en école de commerce, il y avait beaucoup de gens qui suivaient des parcours marketing dans des grosses boîtes, conseils et finances et qui n'étaient pas épanouissantes. Et ce qui est rigolo, c'est que je pensais que le seul moyen de faire un burn-out, finalement, c'était d'être dans ce genre de parcours-là, un peu choisi par défaut, où en fait, on suit un statut, où on cherche le gros salaire, mais on n'est pas à l'écoute de ce qui est vraiment important pour soi. Et je voyais l'entrepreneuriat comme une voie vraiment d'épanouissement où j'allais pouvoir suivre ce que je voulais. Donc j'ai créé un podcast. Dans mon école de commerce, je me suis aussi inscrite dans une asso qui s'appelle le TEDx. Et j'ai découvert à ce moment-là l'univers des conférences et j'ai adoré faire ça.
Et j'ai commencé à me questionner assez tôt sur comment j'allais pouvoir en faire un métier et comment j'allais pouvoir gagner de l'argent avec ça, sans vraiment tout de suite le découvrir, donc à tâtons. Et ce qui m'a beaucoup suivi, c'est aussi le marketing, c'est que j'adore, enfin, j'adore et je suis assez bonne là-dedans, dans la création de contenu, dans la vente. Et c'est aussi des sujets sur lesquels j'ai eu plus de facilité à monétiser. Donc, j'ai commencé en parallèle de mes études à travailler en freelance en tant que ghostwriter. Et ensuite, j'ai rencontré Nina, elle m'a proposé de rejoindre son équipe et d'accompagner des personnes donc Nina Ramen, qui a un programme sur l'accompagnement des femmes sur LinkedIn, de rejoindre son équipe. Et du coup, j'ai un peu plus mis de côté la partie conférence pour développer le marketing sur Amenta Fraise. Et puis finalement, j'y suis revenue récemment en quittant l'entreprise et en lançant un programme d'accompagnement pour créer ses propres conférences. Top. Du coup, c'est bien, tu as mis des petits points. On va revenir petit à petit. Pour le coup, effectivement, avant de tourner, on a échangé tout à l'heure ensemble. Je voudrais revenir sur la partie école. Je vais expliquer aussi pourquoi j'y tiens. Parce qu'effectivement, dans l'audience, dans les gens qui nous écoutent, on a des parents, on a des mamans de personnes qui imaginent des voies pour leurs enfants. Globalement, on entend souvent tout parent veut le meilleur pour son enfant, mais derrière, dans le meilleur de son enfant, c'est je veux pas qu'il vive avec mes peurs. Bon, il y a souvent de ça derrière. Ce que tu m'as dit, effectivement, c'est, je me souviens de cette phrase, je vais en école de prépa, tout se passe très bien pour moi parce que tu m'as dit une phrase du style, j'avais le profil parfait pour que tout se passe bien en prépa. Ouais. Bonne à l'école, etc., etc. Qu'est-ce qui déjà, à ce moment-là, alors que tu me l'as dit aussi assez tôt, hein, de par deux types de modèles, c'est-à-dire un modèle dans ta famille qui fait l'entrepreneuriat et inversement peut-être des modèles plus proches qui n'ont pas l'air d'être épanouis dans le salariat, tu as déjà une vision très rapide de faire de l'entrepreneuriat. Néanmoins, qu'est-ce qui t'a conduit à aller dans une école de commerce et une prépa qui est plutôt généraliste et peut-être pas forcément justement spécialisée dans l'entrepreneuriat, où tu me disais effectivement la majorité des étudiants voulaient être traders, consulting dans des grosses boîtes de conseil ou cadres chez L'Oréal pour pas les nommer. Et toi, ça te faisait déjà pas vibrer à l'époque, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a poussée, c'est une professeure que j'ai rencontrée au lycée qui croyait vachement en moi, en mon potentiel et qui m'a encouragée à viser des grandes écoles. Donc, elle m'a encouragée à passer les concours de Sciences Po. Elle m'a encouragée à faire une classe prépa parce que voilà, j'avais le potentiel. Et je savais, même si en effet, il y a beaucoup de gens en école de commerce qui font du conseil, qui bossent en finance, je savais aussi que l'école de commerce, c'était un bon tremplin si tu veux entreprendre, enfin, d'une certaine manière, parce que il y a aussi des personnes qui ont entrepris après une école, ça t'amène quand même un réseau, ça t'amène quand même une certaine vision voilà, globale du marketing, de la finance, même si ça a plein de défauts, mais je savais que en fait, c'était quand même une voie assez généraliste. Et vu que je savais pas exactement ce que je voulais faire à l'époque, qui allait pas me fermer de voie, en tout cas, qui allait pouvoir me permettre de faire plein de projets derrière. Mm. Ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'effectivement, tu fais cette école. Tu découvres un truc que tu adores, c'est l'association de TEDx, Ouais. qui est finalement quelque chose qui est à côté. Donc, ça fait partie de l'école, mais à côté. Ouais. Est-ce que tu n'as pas dit là, mais c'est que pendant ton parcours d'étudiante, alors que tu es en école, j'appuie sur le paradoxe parce que ça m'a interpellée quand on a échangé. On sait que les écoles ont un certain coût. Moi, j'ai un peu oublié, je deviens vieille maintenant, donc voilà, mais je crois que les prix ont explosé par rapport à ma génération. Donc, on doit être dans des billets entre 20 et 40 000 euros, si ce n'est même pas plus, tu vois, grosso modo. Et je peux me tromper parce que j'y connais pas grand-chose. Monsieur, que tu m'as dit, en plus, à côté de ça, je me suis fait accompagner, coacher, j'ai pris d'autres formations déjà à cet âge-là, parce que tu faisais des boulots à côté, que tu t'auto-finançais. Parce que finalement, tu les trouvais pas dans l'enseignement classique. On n'est pas là pour dégommer l'enseignement classique et faire un truc sur l'école de commerce, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que tu as fait cette voie-là parce que quelqu'un a vu ton potentiel, et j'aime bien ce mot parce que ça veut dire quoi avoir du potentiel, et c'est quoi le potentiel pour aller dans une école par rapport à une autre. J'aurais presque envie un peu de m'amuser à challenger ça, tu vois. Et du coup, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette école, il y a cette association que tu n'aurais pas connue sans cette école. Tu l'as dit tout à l'heure à l'instant, il y a le réseau aussi quand même d'élèves. Mais en même temps, les choses où je sens que là, il y a un truc, il y a une fibre,
ça a l'air d'être à côté du programme. Je dis Ouais. pas que... Ouais, on est d'accord? Enfin, Totalement. Mm. En fait, ce qui m'a plu dans l'école de commerce, c'est pas les cours, c'est vraiment ce que j'ai pu faire à côté. Donc, ce que ça m'a apporté, en fait, c'est un réseau. En effet, un de mes plus gros mentors, ça a été quelqu'un qui a fait la même école que moi. Et c'est bête, mais en fait, je me dis, je l'ai rencontré parce que j'ai vu son profil passer sur LinkedIn. Bah, je sais pas si je l'aurais contacté s'il n'avait pas fait la même école que moi. Je sais pas si j'aurais eu cet élan. Ça m'aurait peut-être pas. Et en fait, c'est une rencontre qui a changé beaucoup de choses pour moi parce qu'après, on a bossé ensemble. Donc, ouais, pour moi, l'école, le vrai bénéfice que ça a eu, c'est le réseau. C'est l'association TEDx, de pouvoir, si jeune, avoir une expérience qui m'a tant aidée professionnellement et qui m'a aussi beaucoup éclairée sur ce qui me faisait vibrer. En fait, quand j'étais dans cet asso, je me suis dit, mais j'aime trop faire ça, j'ai envie de faire ça tout le temps, mais comment je peux gagner de l'argent avec ça, tu vois? Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose que je faisais de façon totalement bénévole. Et la question que je me suis rapidement posée, c'est quelles sont les possibilités pour voilà, gagner de l'argent, en faire un salaire de ça. pourquoi tu te poses ça à ce moment-là? Juste pour comprendre, parce que on va y revenir, parce qu'il faut savoir que le talent de Julia est justement tout autour de ce rapport de conférence. Tu découvres ça. Juste pour revenir, est-ce que dans ton enfance, cette notion de prendre sa voix et de parler en public ou de véhiculer un message, c'est quelque chose que tu faisais déjà ou sous une forme ou une autre? J'ai toujours fait des spectacles. Depuis que je suis toute petite, je Hmm. faisais de la danse, j'adorais les spectacles de fin d'année, etc. Donc j'aimais beaucoup être sur scène. Hmm. Mais il y a pas de rapport à la prise de parole, t'es plusieurs sur scène, il n'y a pas un message à faire passer spécifiquement. Voilà, Mais on ça, passe ça a des toujours messages été avec le présent. corps en dansant, Oui, quand c'est même, vrai. mine de rien. Il y a le non-verbal, hein, Ouais. mais il y avait déjà cette Mais ça a notion toujours de été scène. présent, oui. Ouais, il y Oui. avait ce rapport de scène. Parce que souvent, tu tires un peu le fil, on n'en avait pas parlé, mais c'était intéressant. Tu découvres cette association dans TEDx. Est-ce que tu pourrais déjà expliquer peut-être, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un TEDx? Ouais, bien sûr. En fait, des TEDx, c'est des conférences courtes qui durent 15 minutes, qui sont mondialement reconnues, dont il existe des franchises partout dans le monde. Et c'est des équipes locales qui organisent des événements avec des speakers renommés ou pas, hein. Ça peut être des gens très connus ou ça peut être des gens qui ne sont pas connus mais qui ont une histoire à partager ou une expertise à partager. Et ce sont des formats très courts de 15 minutes où les personnes viennent partager leur expertise et c'est très storytelling. Donc il y a une histoire derrière et c'est le fait qu'il y ait une histoire aussi qui fait qu'on retient le message. Et moi, mon rôle dans cette association TEDx, c'était à la fois d'organiser l'événement, mais c'était surtout d'aller chercher les speakers qui allaient pouvoir intervenir et de les accompagner jusqu'à leur prise de parole pour que ils fassent passer les messages qu'ils ont envie de faire passer et aller creuser avec eux en fait qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire et comment ils avaient envie de le dire, ou d'aller chercher des coachs en prise de parole en public qui allaient pouvoir les accompagner. Parce qu'à ce moment-là, j'ai 20 ans, j'ai pas encore d'expérience dans la prise de parole, mais j'ai quand même une certaine vision de comment j'arrive à j'arrive quand même vite à comprendre ce que les gens ont envie de dire. J'ai quand même un esprit de synthèse parce que j'ai fait une prépa, donc j'arrive quand même, et en même temps de développement, une capacité à argumenter, à aller chercher les fonds, enfin le fond des sujets et pas rester dans la surface, etc. Donc je sens qu'il y a un truc enfin, voilà, un truc que je fais de façon hyper spontanée, j'ai du mal à même à expliquer. Et en même C'est temps, naturel. ouais, il y a un C'est truc hyper natu- naturel. et facile. Généralement, c'est Ouais, naturel et ouais, facile. naturel et facile, mais en même temps, je ne saurais pas théorie. Enfin, à l'époque, je ne saurais pas expliquer, tu vois. Et en même temps, j'ai pas d'expertise encore sur la prise de parole en public, sur les techniques d'art oratoire. Donc, je fais aussi appel à des coachs qui sont tous bénévoles aussi, qui sont OK d'accompagner les speakers, notamment sur la gestion du stress, sur les techniques de scène, poser sa voix, la respiration, etc. Donc, c'est ça. Je fais ça pendant 2 ans. La première année, je suis. Enfin, la première année, tu découvres un peu. Donc, quand j'arrive, les speakers ont déjà été sélectionnés. Et la deuxième année, c'est moi qui m'occupe de tout le processus de recrutement des speakers. Donc, on fait un appel à candidature. On va démarcher aussi des profils pour avoir des profils un peu plus connus et qui ne nous auraient pas découvert autrement. Et je les aide sur vraiment la structuration de leur discours et la présence scénique. Je sais ce que tu me l'as dit, je voudrais tirer un peu le fil de ça. C'est intéressant de voir comment le cerveau fonctionne. Forcément, on a tous besoin de sécurité, et puis on nous l'a matrixé. Tu as dit tout à l'heure, j'avais des compétences. Dans la conférence, il y a un rapport de j'aime, et je veux pas dire que tu n'aimes pas écrire, hein, mais depuis tout à l'heure, l'écriture, tu le mets sous le biais de la compétence, alors que tout à l'heure, tu fais le parallèle avec la conférence de quelque chose de... Je sais pas, ça s'explique pas. C'est naturel, c'est fluide. Je sais pas si tu t'as fait, mais je reprends juste tes mots de ce que tu dis. Et ce que tu me dis, c'est qu'effectivement, tu viens bras loin d'un conférencier, mais tu fais pas la conférence, tu fais plutôt justement tous ces travaux d'organisation, ou même, que ce soit pour lui ou pour d'autres, tu m'expliques que tu fais effectivement ce travail de copywriter ou de ghostwriter, c'est-à-dire d'écrire pour d'autres, parce qu'effectivement, tu as une jolie plume, t'aimes écrire, et il y a une forme de compétence et aussi de facilité pour le coup. Et très vite, ton cerveau, tu me dis, pour le coup, je me fais très vite payer pour ça, pour le coup. Donc, pour le coup, dans mon cerveau reptilien sécuritaire, si j'écris,
quelque part, je survis, parce Mmh. qu'on a discuté, hein, on a tous ce besoin de sécurité et de savoir qu'on peut s'émanciper et qu'on peut vivre par soi-même. Ce qui fait que, d'après ce que tu m'as expliqué, c'est que très vite, là, on a une voie où, quelque part, je suis compétente. Pour le moment, on est, j'aime bien faire. Enfin, pour le coup, c'est pas non plus contraignant quand tu le Ouais, fais. ouais. Hein. Voilà, pour le coup, j'aime bien faire. Je suis quand même au contact de gens qui sont inspirants. J'ai la compétence de le faire. En plus, ça a l'air de plaire. Allons écrire. Pour le moment, speaker, il n'y a pas encore cette visualisation de globalement, je peux potentiellement avoir quelque chose pour me faire rémunérer là-dessus, non? Ouais, et d'ailleurs, c'est cette peur-là qui m'a fait beaucoup hésiter quand j'ai dû quitter mon CDI, c'est de me dire, «OK Julia, tu as envie de partir, tu as envie de donner des conférences, mais concrètement, comment tu vas gagner, ta vie, avec ça?» Et tout le monde, même mes potes, je leur disais: «Oui, j'ai envie de donner des conférences», et ils me disent: «Bah, ouais, vas-y, va donner des conférences», mais je dis: «Mais non, mais comment je vais gagner de l'argent, en fait?» Et du coup, ça a été tout un schéma de me dire, «Est-ce que j'ai vraiment envie de gagner de l'argent avec ça? Ou est-ce que j'ai envie de faire des conférences et peut-être avoir d'autres projets qui me ramènent de l'argent à côté? Ou est-ce que peut-être mes conférences peuvent être un levier pour gagner de l'argent, mais pas directement me faire gagner de l'argent?» Notamment, par exemple, si tes conférences t'amènent des clients, en fait, tu pas payé pour donner ta conférence, mais finalement, ça t'amène un levier financier, tu vois? Donc tu mêles un peu quelque chose, que tu aimes faire à quelque chose qui est utile. Mmh. Donc ouais, ça a été toutes ces réflexions, et en effet, je pense qu'on oppose beaucoup, les 2, la enfin, et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à, quand tu es bon quelque part, et que tu as des résultats là-dedans, c'est vachement difficile d'arrêter quelque chose parce que tu te dis, c'est que ce serait bête d'arrêter. Alors que pas forcément. En fait, parfois, il y a d'autres choses, dans lesquelles tu as peut-être encore une marge de progression, mais qui t'appellent plus, et parfois, ça a du sens de faire quelque chose que les gens trouvent insensé, qui est d'arrêter quelque chose dans lequel, tu es bon et tu performes pour faire, quelque chose dont tu as envie. Ce que tu dis, ça fait penser souvent à ce que j'entends sur ce qu'on appelle les bilans de compétences. Je ne sais pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, mais j'ai beaucoup récupéré de gens moi, en coaching qui avaient fait des bilans de compétences parce que finalement, il y a une différence entre la compétence je sais faire et ce que j'aime faire. Surtout en plus quand on fait des études où globalement, enfin, je ne sais pas pour certains qui nous regardent, mais moi globalement, quand j'ai 18 ans, on a très peu d'expérience finalement dans nos cursus scolaires pour nous dire ce qu'on aime faire. On n'a quasiment rien exploité autour de nous. Et globalement, moi, j'ai suivi un peu des copains, quoi. Bon, ça a l'air sympa ce qu'il fait, tu vas où, tu fais quoi, etc. En tout cas, pour ma part. Et j'ai affiné au fur et à mesure, mais sans vraiment, vraiment sonder ce que j'aime faire. On retrouve toujours qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut être bien, vers quel métier ça peut tendre, etc. Et souvent, j'expliquais, si j'avais fait un bilan de compétences après mon burn-out, j'aurais été très, très compétente de retourner en finance, de faire des tableaux Excel, de faire de la comptabilité, de faire de la gestion de projet, de gérer faire du management, gérer des équipes. J'étais très compétente pour ça. J'étais même, là où je travaillais, j'étais même dans des cursus RH à deux vitesses. Mmh. Donc j'avais plein de compétences. Par contre, je pense que si j'y retourne et que je faisais un test de compétences, je mourrais. Parce que j'étais compétente, mais j'aimais pas faire. Et d'ailleurs, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que j'aimais faire. Et on en parlait tout à l'heure dans la voiture. Dans mes métiers très cadrés, qui étaient en finance, qu'il y avait un cadre, j'ai toujours eu des side projects ou des choses à côté pour venir développer mon espace de créativité, des choses que je pouvais pas exploiter dans mes métiers dans lesquels j'étais, où j'étais compétente, mais dans lequel il manquait quelque chose que j'arrivais pas forcément à nourrir. Et c'est ça que je dis toujours aux gens, regardez quand vous faites des bilans de compétences. Et on va venir un peu dans l'épisode, parce que ce que j'aime dans l'épisode, c'est de voir qu'en fait, pour beaucoup de gens, souvent c'est là. Et il y a encore un autre chose que j'entends, c'est que quand tu parles de la conférence tout à l'heure, tu as dit ces mots de je peux pas l'expliquer, c'était fluide, c'était naturel. Enfin, j'ai pas les mots techniques. Parce que souvent, on a besoin de justifier notre compétence par un diplôme ou certaines choses. Et que le problème, lorsqu'on aime trop faire ce qu'on fait, ce qu'on aime, pardon, on aime trop faire ce qu'on aime, quand ça paraît trop facile, demander une rétribution financière à la hauteur, parce que pourquoi je vais me faire payer si j'aime et que c'est facile? Non, quand on travaille, on nous a appris que travailler, ça devait être laborieux, ça devait être dur, le parcours du héros, etc. Demander de l'argent pour faire ce que j'aime. Et donc, il y a tout ça quand même qui est à déconstruire. Je sais pas ce que tu en penses. Ça me parle totalement ce que tu dis. Et tu vois, ma coach actuellement, elle a écrit un livre qui s'appelle Exploite ta zone de confort. Elle s'appelle Laure Dodier. Et à l'intérieur, elle explique exactement que ta zone de génie, souvent, c'est à la fois ce que tu fais avec tellement de facilité que tu as dû
tu as des scrupules à te faire payer pour ça. Et c'est là où c'est le plus différent de te faire payer. Et c'est justement pour ça que tu dois te faire payer, parce que c'est justement ça qui est bon pour toi, que tu adores faire, où tu te poses pas de questions, où tu procrastines pas, où c'est facile, alors que pour quelqu'un, ce serait hyper difficile. Et c'est vrai que quand je faisais le TEDx, du coup, j'avais un peu ce sentiment de, en fait, ça me dérange pas du tout de le faire gratuitement parce que j'adore faire ça et que ça me procure beaucoup de plaisir. Et tous les bénévoles, c'était ça, tu vois. On avait des coachs en prise de parole. Je suis sûre qu'avec leurs clients, ils se faisaient payer, je sais pas, 300 € de l'heure, alors que là, pour le TEDx, ils le faisaient gratuitement parce que ça leur faisait hyper plaisir. Et donc, ouais, il y a toute cette question de... Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'engagement associatif aussi, de beaucoup de choses que je faisais gratuitement. Et cette question de, ok, mais comment je me dégage des revenus avec ça? Et puis parfois, tu as le syndrome de l'imposteur qui s'y ajoute, qui fait que c'est difficile, surtout au début. Moi, il y a mon âge qui joue aussi. Tu vois, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à créer mon auto-entreprise. Donc, tu vois, les premiers clients, de devoir définir ta valeur, c'est pas évident. Et pareil, dans le milieu de la conférence, quand je me projetais donner des conférences, il y a toujours cette voix dans ma tête qui me disait, mais t'es si jeune, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Surtout que j'ai pas connu le monde de l'entreprise euh, dans... En tout cas, pas le monde de l'entreprise, dans le type d'entreprise qui paye un peu des conférenciers, quoi. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça joue énormément. Et au contraire, quand on se dit j'aime faire ça, mais je peux pas me faire payer ou j'ai pas besoin de me faire payer, si, c'est ça que tu dois faire. Justement. Notez-le justement. Notez-le, ouais, Notez-le, justement. c'est ça que tu dois creuser. Ce que je veux revenir, c'est... on le disait, c'est qu'on arrive effectivement jusqu'au point de rupture qui était le burn-out de début d'année. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais que avant celui-là, tu as eu 2 moments où ton corps, t'étais dans des situations professionnelles où tu avais eu déjà des premiers signaux. Est-ce qu'on pourrait aller directement jusqu'à ce premier épisode? Ouais, carrément. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que dans mon fonctionnement, j'ai besoin de faire plusieurs projets. Et donc, pendant toutes mes études, j'avais mon statut d'auto-entrepreneur à côté. Je menais plusieurs projets et c'est ce qui me nourrissait. J'avais besoin de ça. Donc, je faisais à la fois du freelancing. Donc, j'étais bras droit d'un conférencier. J'écrivais des posts LinkedIn pour des dirigeants en tant que ghostwriter. J'avais un projet de livre, j'avais un podcast. J'organisais mes propres conférences à côté. Et en fait, c'est très bien d'avoir plein de projets, mais au bout d'un moment, ton corps, il peut pas faire trop de trucs. Ça sature. Ouais, ça sature. Et tu vois, moi, je m'étais toujours pensée un peu waterproof au burn-out, si je peux dire, parce que vu que j'étais jeune, je me disais, mais non, mais moi, j'ai plein d'énergie. Et quand les gens ils parlent de moi, souvent, ils me renvoyaient le fait que j'avais plein d'énergie, que j'étais pétillante, etc. Et donc, je pense que ça me donnait une espèce d'illusion que, en fait, je pouvais un peu forcer ou faire un peu plus parce que j'étais jeune et que j'avais pas de problème. L'énergie, ça se renouvelait, j'allais la retrouver. Et en plus, vu que je faisais que des choses que j'aimais, je n'avais aucune idée que ça pouvait me mener à des situations d'épuisement. Parce qu'il y a cette idée que quand tu fais quelque chose que t'aimes, ça t'énergise, ça te donne de l'énergie. Donc même si tu travailles beaucoup, en fait, ça te donne encore plus d'énergie. Sauf que non, au bout d'un moment, si tu fais trop de choses, ça te fatigue. Et donc là, on est en juin 2023. Je viens de commencer un contrat en freelance avec Nina Ramen pour accompagner des femmes de son programme sur LinkedIn et aussi pour l'aider, elle, notamment dans la sortie de son livre et pour sa com sur LinkedIn. Et je viens de commencer avec elle et j'ai déjà des signaux d'épuisement à cause de tous les projets que j'ai à côté. Parce que j'ai des conférences en cours, que je finis de les préparer hyper tard, je finis de préparer les slides, je m'en mêle un peu les pinceaux dans tous mes projets, j'ai un peu du mal à m'organiser, donc j'ai des trucs en retard, ça me stresse, donc je me couche tard pour compenser et tout. Et donc j'ai des signaux d'épuisement où genre je me mets à pleurer pour rien. Alors qu'on fait un événement pour la sortie du livre de Nina, je me mets à pleurer pour rien juste parce que je suis fatiguée de trop de projets et de sentiment d'être déjà dépassée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, j'ai arrêté certains projets, notamment le livre. J'ai arrêté de vouloir me dire que j'allais écrire un livre à ce moment-là parce que juste ça faisait trop. Et j'ai arrêté d'autres projets en même temps pour me dire, ok, bon, j'en fais un peu moins. Lesquels, du coup? Le principal, c'était le livre. Le podcast, j'ai réduit aussi vachement le nombre d'épisodes que je faisais. Et j'ai arrêté des missions en freelance aussi pour me focaliser sur Ramène ta fraise. Et donc, je commence une alternance chez Ramène ta fraise et un an après cet épisode, de nouveau, je me retrouve dans une situation un peu d'épuisement et même schéma, toujours lié au fait que j'ai plusieurs projets en cours. Ce qui se passe quand je suis en alternance, c'est que j'ai à la fois mes cours, une semaine par mois, plus mes missions dans l'entreprise, donc qui est toujours Ramène ta fraise, où à ce moment-là, déjà dans la boîte, j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes parce que j'adore et j'ai besoin de cette diversité. Donc, je fais à la fois du commercial, je fais du marketing, j'écris des newsletters, j'écris des posts LinkedIn, j'organise des masterclass.
Et à côté de ça, j'organise toujours des conférences, je prends toujours la parole sur LinkedIn, j'essaye toujours d'avoir mon podcast tant bien que mal. Et à nouveau, je retombe dans un... Ah oui, et si, je suis aussi bénévole dans une asso. Et en fait, je retombe dans un schéma d'épuisement où je me dis, je me sens hyper fatiguée. Et c'est Nina qui me dit, mais Julia, genre là, prends 2 semaines de congé parce que t'es pas bien, quoi. C'était quoi Et tes symptômes à ce moment-là? C'est toujours par prévention que je demande ça, parce que pour moi, il y a autant de formes entre guillemets, de burn-in qui mènent jusqu'au burn-out. Et en même temps, à chaque fois, quand je demande ça, ça peut peut-être éveiller quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, c'est plutôt ça. » Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question. Bonne question. Alors, déjà, paralysie un peu décisionnelle. Genre, j'ai vachement de mal à prendre des décisions, à arrêter des projets, etc. Je sens que mon projet de livre, il avance pas, mais en même temps, j'arrive pas à prendre une décision sur est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. Je sens une fatigue physique dès que je me réveille le matin, c'est-à-dire que Tu luttes. Ouais, en fait, même si je dors bien, je suis fatiguée, tu vois. Donc, je suis à peu près tout le temps fatiguée. Alors, je me dis, c'est normal, c'est pas normal. Tu vois, je suis jeune, je devrais pas être fatiguée comme ça. Il y a des week-ends où, tu vois, j'aimerais sortir, j'aimerais faire quelque chose et genre, juste, j'arrive pas. En fait, je suis bloquée dans mon lit. J'ai du mal à dire non alors que j'aimerais dire non pour des nouveaux projets, pour des nouvelles initiatives, etc. Genre, je me retrouve vite à rejoindre de nouvelles initiatives alors qu'en fait, genre, juste la coupe est pleine et il faudrait que j'en enlève plutôt que j'en rajoute. Tu sais, tu fais un peu des erreurs d'étourderie. Donc, je pense que je me rappelle plus exactement, mais je crois que je faisais des fautes d'inattention ou des petites choses comme ça. Donc, c'est des petits signaux en fait qui te font dire t'es fatigué. Et moi, je me rendais pas compte, mais c'est Nina qui m'a dit là, Julia, enfin, arrête, annule tout ce que tu devais faire là, les prochains jours Prends 15 jours. et prends 15 jours. Voilà, ça ira mieux. Et tu reviendras avec les idées plus claires. Et arrêter le projet de livre, ça a été aussi très, très salvateur. Est-ce que tu le prends justement à ce moment-là? Parce que ouais, c'était à peu près à ce moment-là que je devais écrire ce bouquin. Sauf que je me rendais bien compte que j'arrivais pas à avancer. J'avais tout le temps un syndrome de l'imposteur qui me revenait. Je me disais, mais est-ce que c'est de la faute? Enfin, est-ce que c'est vraiment mon syndrome de l'imposteur qui parle ou est-ce que c'est juste pas le bon moment d'écrire un livre et c'est juste mon corps qui me dit, non, mais là, n'y va pas parce que c'est pas maintenant que tu dois faire ça, c'est plus tard. Là, t'as déjà trop de trucs. Et avec le recul, t'as la réponse aujourd'hui? Ouais, non, mais avec le recul, c'était vraiment parce que j'avais trop de trucs et que je le faisais pas pour les bonnes raisons aussi. Je voulais écrire un livre plus par ego, pour combler un truc d'imposteur qui était là, pour me donner une certaine crédibilité, plus que par vraiment une envie de transmettre sur ce sujet-là. Parce qu'à l'époque, je voulais écrire un livre sur le réseau pour les étudiants et comment te développer un réseau qui t'amène des opportunités quand tu es étudiant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qu'on entend là, c'est il y a plein de projets, il y a l'histoire de faire des choix, c'est aussi renoncer. Enfin, dans ton sens, cette phrase-là. Mais en fait, ça veut dire quoi renoncer à ce moment-là? En fait, tu renonces pas. C'est plutôt, tu ouvres de l'espace, parce que tu viens de le dire. Si dès le démarrage, tu l'as dit, entre le syndrome de l'imposteur, je disais oui à des trucs alors qu'en fait, j'avais pas forcément envie de dire oui. Et ce livre, en fait, après coup, j'osais pas me le dire, parce que c'était pas forcément que des bonnes raisons. Ouais. Ça veut dire que il y en avait pas dedans, mais c'était pas que des bonnes raisons. Ouais. Bah forcément, déjà, on procrastine. Et ça envoie des signaux du corps. On n'avance pas. Non, on n'est pas dans l'élan du cœur. Et de se dire finalement renoncer à ce moment-là, c'est finalement ta meilleure décision, parce que ça délivre de l'espace. Ouais. Donc il y a cette décision du coup qui se fait. C'est 15 jours de congé. Ça va mieux? Ça va mieux, donc je reprends... Comme en 40? Ouais, je reprends le rythme. Moins le livre? Ouais, moins le livre. Le livre, je l'arrête quand même beaucoup plus tard. Mais la décision avait quand même été ça m'avait quand même mûrie. fait du bien. Ouais, ça m'avait quand même fait du bien à ce moment-là, dire non à des projets, de laisser de l'espace pour d'autres choses. Et après, les signaux d'épuisement, ils reviennent en octobre de la même année. Donc, on est octobre 2024. Là, c'est plutôt un stress qui commence à arriver. Enfin, ça ressemble moins à de l'épuisement et plus à du stress. Donc, le contexte a changé. Je suis plus en alternance, je suis en CDI. Je suis en période d'essai. Donc, ça crée un stress aussi parce que tu te dis qu'il faut faire tes preuves. J'ai un très bon salaire. Donc, pareil, il faut que tu te dises... Enfin, dans ma tête... En plus, je fais du marketing, donc tu as cette notion de ROI. Donc, moi-même, je me disais, il faut que le ROI pour la personne qui m'embauche soit positif. Donc, il faut que je lui ramène plus que ce que je lui coûte. Pour ceux qui ne savent pas, éventuellement, ROI, Ouais, retour sur investissement. Voilà. Donc, tu vois, je me mettais aussi une certaine pression d'atteindre mes objectifs et tout ça. Et ce qui avait changé, c'était ma posture aussi. C'est que j'étais alternante. Donc,
on attendait moins de moi en tant qu'alternante parce que j'étais là pour apprendre, parce que j'étais plus OK de faire des erreurs que quand j'étais en CDI, où on attend plus de responsabilités, plus d'autonomie, moins d'erreurs parce que tu es plus vigilant, etc. Donc, je pense qu'il y avait tous ces changements-là qui m'ont vachement impacté. Et aussi, il y a eu un changement de cadence dans l'entreprise où, quand j'étais en alternance, on avait un rythme de vente qui était assez soft. Et quand je suis passée en CDI, aussi parce que mon salaire, enfin, c'est pas pareil de payer un alternant que de payer un CDI, a fait qu'on a augmenté la croissance de l'entreprise pour générer plus de chiffre d'affaires, notamment pour payer les charges et pour pouvoir accélérer le développement. Et ça m'a beaucoup fatiguée parce que, en fait, on a beaucoup augmenté les ventes. On a quasiment doublé le nombre de ventes qu'on faisait par rapport à avant sur la même période. Et, et je me suis retrouvée très fatiguée à ce moment-là et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Sur le coup, j'avais autant de difficultés parce que finalement, je faisais un peu la même chose qu'avant, c'est-à-dire que nos process n'avaient pas changé, tu vois. Je faisais les mêmes tâches, mais juste je trouvais ça de plus en plus difficile et surtout, je sentais qu'on attendait de moi une certaine autonomie et que moi, j'étais un peu en difficulté. Euh, et je finis cette période-là de la fin d'année difficilement. On fait un très bon lancement, on fait des très bons chiffres, mais en termes de mental, je me sens très stressée à la fin de cette période et je me dis que c'est pas un côté très pérenne, tu vois, très soutenable. J'ai pas envie de continuer comme ça à être autant stressée et je sens aussi que je génère beaucoup de stress pour les autres autour de moi, que je suis difficile à manager dans ce sens-là parce que je crée du retard pour la boîte, je crée du stress pour les autres. Enfin, le fait que moi j'ai du mal à m'organiser, ça crée du stress pour les autres. Et finalement, c'est juste en janvier, c'est en janvier que vraiment mon corps il lâche entre guillemets. C'est quoi les symptômes? Ouais, les symptômes, c'est que tu vois, je rentre de vacances. Donc, on est en janvier, j'ai pris 2 semaines de vacances pour Noël. Et pourtant, je suis déjà fatiguée. Je tombe malade. J'ai un genre de torticolis. J'ai une sorte de grippe. Je dis à ma manager, là, je peux pas travailler aujourd'hui, je suis désolée, mais j'ai aucune énergie. Euh, Prendre une décision, genre choisir quel logiciel on va prendre pour mesurer les likes, c'est trop compliqué. Choisir un freelance pour faire des ads, c'est trop compliqué. J'arrive pas. J'ai une genre de paralysie décisionnelle. Euh, Pareil, je suis un peu les mêmes symptômes au final. Fatiguée dès le matin, sensation d'avoir un peu la boule au ventre tout le temps, d'être stressée, de moins manger. Ça me le fait souvent, ça, de moins manger, d'avoir drastiquement moins d'appétit, de moins avoir envie de sortir, voir mes amis, voilà, moins d'appétence juste pour les choses que j'aime. Créer de l'isolement en plus. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, j'ai un rendez-vous avec ma manager, qui est Nina, et elle me dit, elle commence à me poser des questions, des questions un peu type questionnaire de personnalité. Et je lui dis, c'est quoi si tu me fais un quiz de personnalité? Elle me dit, non, non, Julia, je fais un test de burn-out, diagnostic de pré-burn-out et tout. Et à la fin du test, en fait, j'ai quasiment tous les symptômes du pré-burn-out. Et j'ai de la chance de tomber sur elle. Elle me dit, OK. Elle m'avait déjà, enfin, des années d'avant, elle m'avait toujours mise en garde par rapport à ça, parce qu'elle avait vu que j'étais une bonne candidate pour le burn-out et j'avais déjà fait un burn-in. Elle m'a dit, tu ne vas pas bosser cet après-midi, tu prends ton après-midi, tu vas voir un médecin. Et je pense qu'il y a un truc qui t'arrête. Et si tu dois t'arrêter, tu vas t'arrêter, il n'y a aucun problème. Et à ce moment-là, on est en lancement, donc on est en train de préparer un gros événement. Donc le fait que je sois arrêtée, ça a quand même beaucoup d'impact pour la boîte. Donc c'est encore d'autant plus courageux de me dire ça dans ce contexte-là. Et en effet, je vais voir un médecin et il me dit, en effet, mademoiselle, vous avez tous les signaux, donc je vais vous arrêter 2 semaines. Et donc je fais un premier arrêt maladie. Et puis on me le prolonge, et ensuite je fais un mi-temps. Et c'est une période de questionnement parce qu'à ce moment-là, je me dis, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est que juste je suis trop fatiguée et que je m'organise pas assez bien et que je suis pas en train de... Comment dire? Ouais, est-ce que c'est juste ma manière de travailler qui fonctionne pas ou est-ce que c'est plus structurel et en fait, je suis en décalage entre ce que j'ai envie de faire et ce que je fais au quotidien? Et donc, il y a plein de questions qui se posent. Parce qu'à ce moment-là, je suis responsable marketing. Donc, je fais du marketing, mais je fais plus ce que j'aime le plus faire, qui sont des conférences, des podcasts, etc. Et avec la réflexion, je me rends compte que c'est pas juste mon organisation. Et Nina m'aide aussi dans ma réflexion. C'est pas juste mon organisation, c'est aussi que j'ai laissé totalement de côté quelque chose qui me nourrit. Et je sens que j'avance plus vers mon objectif. Est-ce que du coup, je peux te couper parce que l'avantage, c'est que comme on a un tout petit peu parlé avant, Mhm. moi je sais qu'il y a des passages que tu m'as dit que je trouvais hyper intéressants.
Ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu arrives on arrive à cette nouvelle rentrée, quelque chose que tu parles de fin d'année, tu arrives à une nouvelle rentrée. Si je résume, tu as changé de statut. Tu Ouais. passes effectivement de alternante. Et souviens-toi, tu m'as dit quand j'étais mes études, pour moi, mon goal, c'était entrepreneuriat. Donc, Ouais. passer dans le salariat, c'était pas Mon objectif. mon objectif. D'ailleurs, je crois que tu m'as dit, hein, t'as pas dit oui tout de suite à ce statut. Je Ouais. crois plus d'ailleurs au statut que le fait de rester travailler là-bas. Donc, il y a ce statut qui crée effectivement, comme tu as dit, une attente. Et il y avait une manière de travailler avant. Donc, parce que ça faisait déjà 1 an et demi, je crois, que Ouais. tu étais dans la structure. Donc, la structure fonctionnait bien, une équipe que tu connaissais. Je crois que tu m'expliquais effectivement, vu qu'au moment où tu es arrivé, de manière concomitante, il y a eu une accélération de croissance dans la société, donc forcément des objectifs et des choses différentes pour travailler. Là où avant, tu expliquais, l'entreprise fonctionnait bien, Bien. voire même très bien, on peut dire, mais il y avait d'autres espaces. Et je crois que ce que tu m'as expliqué, c'est dans ces espaces-là, il y avait des espaces pour des choses que tu aimais faire. Tu avais encore un peu plus de temps, que tu avais encore un peu de temps aussi pour pratiquer, je crois, des conférences. Tu avais du temps aussi pour écrire de manière, je ne sais plus comment tu m'as dit ça, des textes plus engagés, je vais le dire plutôt comme ça. Il y avait un espace de créativité, je crois que tu l'as dit, toi tu le dis, tu parles de ta créativité avec du multitâche, mais je crois qu'il y a surtout ce besoin de créativité. Et effectivement, ce que tu m'expliques là, à ce moment-là, c'est qu'on se retrouve dans Structuration. Merci. Structuration, comme Moulox, tu sais. de structuration, où tout d'un coup, tu te retrouves à faire peut-être d'être moins dans un espace de créativité et effectivement de structure, de planification et d'accélération. Parce que souviens-toi de ce que tu m'as dit de ta vie d'avant, c'est rapidité, et ta vie d'aujourd'hui, c'est lenteur. J'entends aussi une forme d'accélération qui fait qu'il y a un moment, il se passe un truc, non, à ce moment-là, tu vois, entre ces deux phases, non? Ouais, en fait, quand j'étais en alternance, ce qui se passait, c'est que j'avais une semaine par mois où j'étais à l'école. Et souvent, pendant cette semaine, c'était une semaine hyper chill, quoi. Donc, j'avais le temps pour faire des podcasts parfois. J'avais quand même le temps de faire quelques conférences à côté. Enfin, j'avais le temps de nourrir d'autres projets. Peu, mais je le faisais quand même. Et au moment où j'ai signé mon CDI, déjà, comme tu dis, ça s'est pas fait direct parce que moi, ma vision, ça a toujours été d'entreprendre. Et quand Nina m'a proposé un CDI à la fin de mon alternance, j'ai pas tout de suite dit oui. Au début, j'ai dit non, j'ai pas envie de faire un CDI, ou alors limite j'aimerais bien continuer à bosser ensemble, mais en freelance. Et elle avait une vision de la suite de la boîte où elle serait plus seule. Elle serait plus seule visage de la société, qu'il y aurait une personne qui s'occuperait du marketing. Et donc, elle avait vraiment envie de recruter en CDI en marketing. Et moi, j'étais la personne qu'elle avait formée, donc ça lui paraissait normal que ce soit aussi moi qui prenne la suite. Et je lui dis, elle me dit, c'est à quelles conditions est-ce que tu pourrais accepter ce CDI? Et elle me pose une autre question, c'est comment la boîte peut servir ta vision? Et en effet, moi, ma vision, c'était de donner des conférences, de passer dans des podcasts, de prendre la parole, d'être reconnue. Et je lui dis, moi, mes conditions, ce serait que d'accord, je sois responsable marketing, mais que j'ai aussi un rôle de porte-parole de la boîte, que je puisse donner des conférences, que je puisse intervenir dans des podcasts, que je puisse être visible aussi dans l'entreprise, parce que jusque-là, j'étais beaucoup... je faisais du ghostwriting, donc ça veut dire que j'écrivais en son nom dans des mails ou dans des posts, mais moi, j'avais besoin de cette visibilité, j'avais besoin d'être vue pour qui je suis, de pouvoir partager des messages en mon nom. Et je lui dis, voilà, je veux plus être dans ton ombre, j'ai besoin d'être reconnue aussi comme Julia, que les gens me connaissent. Et là, elle est incroyable parce qu'elle me dit, ok, donc on crée un peu ensemble mon poste idéal. Et moi, je me dis, parfait, incroyable, enfin, c'est tout ce dont j'avais rêvé. Je me dis, j'ai le poste un peu cousu main pour mes envies. On démarre comme ça. Sauf qu'en effet, il y a plusieurs changements qui se passent. Le premier, c'est que, en effet, recruter en CDI, tu vois, ça augmente des coûts. Donc, je pense que, de façon peut-être inconsciente, mais on se met des objectifs de croissance plus élevés aussi parce que les charges de la boîte ont changé, tu vois, entre payer un alternant et payer un CDI. En plus, on change de modèle. Avant, on faisait 3 lancements par an et maintenant, on fait des lancements tous les mois. Donc, du coup, on est un peu tout le temps en phase de vente et de marketing et ça, c'est assez intense. Je passe en CDI, donc je suis censée être plus autonome. Et en effet, ce dont tu parlais par rapport à la créativité, c'est qu'avant, quand on faisait 3 lancements par an, avec des volumes assez modestes, on avait beaucoup d'espace
pour créer du contenu, juste pour le plaisir de créer du contenu, sans objectif de vente derrière. Et quand on a augmenté la fréquence de nos lancements, on n'avait plus d'espace créatif pour faire ça, on n'avait plus de bande passante même sur nos réseaux sociaux pour communiquer sur autre chose, et on communiquait exclusivement dans l'objectif de vendre. Et donc du coup, oui, et on avait non seulement plus de bande passante de communication, mais même plus de bande passante en temps pour réfléchir à des sujets autres que le bootcamp qu'on vendait juste pour partager des messages qui nous tenaient à cœur. Donc ouais, tous ces changements ont fait que la nature de mon travail a pas mal changé. Et ce qui a... Et le rythme. Ouais, Parce le que, rythme. en fait, je joue avec tes mots, parce que tu viens de me dire, il n'y a plus de place au plaisir, sans que les mots de la nouvelle vie. Et il est en train de me parler de rythme. Ça veut dire que tout d'un coup, il y a ce rythme-là qui étouffe un peu cet espace qui était disponible, j'entends. Ouais. Et donc, en plus, qui est disponible, mais à la limite, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. C'est que j'entends, en fait, il y a un besoin de ta part qui, tout d'un coup, il y a cet étau où, qui crée un peu cette apnée, quoi, à ce moment-là, non? Ouais, ce qu'il y a, c'est que je me dis que j'ai plus cet espace créatif parce qu'il y a il y a... on est quand même en lancement. Par contre, ce qui est chouette, c'est que j'avais insisté sur le fait que c'était important pour moi de donner des conférences et d'être porte-parole. Et donc, j'ai ces espaces-là, en effet. Donc, je prépare. On est en fin d'année 2024, j'ai des conférences à préparer, j'ai des sommets en ligne sur lesquels j'interviens grâce à Nina, parce que c'est elle à chaque fois qui me recommande. Le problème, c'est que je me rends bien compte que c'est en réalité incompatible, parce que le poste de responsable marketing demande d'être là à temps plein. Et tu vois, on avait essayé un peu de l'ajuster pour que ça me convienne, mais moi-même, je me rends compte que en essayant de faire les deux, j'arrive à faire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que je prends même pas de plaisir à faire des conférences, parce que quand je fais des conférences, je sais que je suis en train de... C'est précipité. Ouais, je devrais être en train de faire des tâches de responsable marketing, et je sens que je prends du retard sur mes autres tâches. Enfin, je suis déjà en retard de base, mais ça augmente encore plus mon retard. Et en fait, à la fin de l'année 2024, je suis en mode limite, j'ai plus envie de faire des conférences à côté, j'ai envie de me consacrer au job de responsable marketing, parce que sinon, je vais te décevoir, je vais décevoir Nina. Moi, je vais être trop stressée et trop fatiguée. Et je préfère je préfère dire non à un truc que j'aime que de mal faire ce pourquoi je suis payée, tu vois. Je reviens parce qu'il y a des mots, j'adore. Ce que j'entends, c'est... Je fais un peu un parallèle, parce que souvent, dans les gens qui nous écoutent, ce que tu as dit, c'est cette notion de... à ce moment-là, j'aime quand même ce que je fais, mais j'ai deux espaces. L'espace vraiment de mon cœur, là, le truc autour de prendre la parole, les podcasts, les conférences, et il y a ma loyauté. Il y a mon devoir, c'est-à-dire mon espace de devoir. Ça veut dire que je l'aime pas, mais il est très engageant pour moi. Et quand tu dis cette phrase de le problème, c'est que quand je suis en marketing, je suis focus, mais j'oublie pas que je dois faire une conférence, donc je dois la terminer. Quand je suis à la conférence, je suis en train de dire le moment où je suis là, j'ai pas le temps. Ça fait penser un peu aux mamans, si je fais un peu l'analogie pour le coup, parce que ça touche énormément de femmes, mais c'est pour montrer comment cet engrenage, on le retrouve à plein d'espaces. Parce que souvent, entre guillemets, il n'y a pas besoin d'être maman pour faire un burn-out ou autre, mais c'est pour montrer comment cette mécanique, quand on a... Il y a plein de mamans qui ont plaisir d'être maman, mais c'est de dire je suis au boulot et j'ai ce rapport de loyauté, parce que j'ai le salaire, je veux bien faire, j'ai la reconnaissance, etc. Et quand je suis au boulot, je pense à mes tâches de maman, et quand je suis maman et que j'ai pas fini toutes mes responsabilités au boulot, je suis en train de penser à mes tâches de boulot. Et ce que tu es en train de dire, c'est que tu es complètement à l'opposé de la pleine présence. C'est-à-dire que à chaque fois, là où je suis en train de penser là où je pense devoir être, Ouais. et vice versa. Ça te déconnecte, hein, clairement. C'est-à-dire que y a cette notion de plaisir qui est complètement déboutée, et puis il y a ce rapport de présence qui fait que finalement, je suis jamais là où finalement j'ai le sentiment de devoir être quelque part. Ouais, totalement. Et il y a cette notion d'objectif aussi. En fait, l'objectif de la boîte, c'était un peu de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Le Et- chiffre symbolique. Ouais. Tu peux d'ailleurs, si je peux me permettre, que vu que tu le sors à ce moment-là, tu pourrais parler, si t'es OK, du vision board. Ouais. C'était ce que tu m'as raconté, je trouvais ça assez fort. Ouais, bien sûr. Donc à ce moment-là, l'objectif de la boîte, c'est un peu de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Et moi, je pense, dans ma vie, ça n'a jamais été un objectif de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. À titre perso, en tant qu'entrepreneuse, moi, je suis plus animée par mon plaisir que par l'argent. Et je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire 1 million, mais pour moi, ça n'a jamais été un objectif. Mais dans la boîte, je sens que c'est un objectif important pour Nina. Et que c'est un cap symbolique, et que ça nous aiderait aussi à faire d'autres choses, à nous développer. En plus, on a une vision de créer un peu une école des femmes. Et donc, en fait, faire 1 million, ça représente aussi plein de choses qui nous aideraient à faire des trucs trop cool. Et en fait, je me mets à vouloir cet objectif-là, qui n'était pas mon objectif à la base, mais je me mets à désirer cet objectif-là,
parce que je sais que ça va faire plaisir à Nina et que c'est important pour elle. Et que j'ai envie d'aider Nina aussi dans son objectif. Et aussi parce que Nina a tellement contribué pour moi ces dernières années, et a tellement donné, m'a tellement fait grandir dans mes projets personnels, euh, et personnels, enfin, à la fois professionnels et personnels. Elle m'a tellement fait grandir que j'ai envie de l'aider dans ce qui est important pour elle. Et bah, la croissance de la boîte en fait partie. Donc, bah, ça contribue au fait d'arrêter fin 2024 de me dire que je vais cumuler les deux casquettes parce que j'arrive pas à être porte-parole et responsable marketing. Donc, je vais me contenter de responsable marketing et je vais essayer de le faire bien. Et donc, j'arrête de vouloir faire des conférences. Donc, à la rentrée 2025, je rentre de ces vacances. Avec mes potes, on organise un brunch and vision board. Donc, on fait une matinée chez nous, un week-end où on est une dizaine. On fait un méga brunch et on fait tous notre vision board. Et du coup, ce matin-là, vu que j'avais déjà pris la décision d'arrêter un peu de faire le côté porte-parole, mais dans ma tête, j'avais pris la décision. Quand je fais mon vision board, je mets en gros dessus 1 million, parce que voilà, c'est 1 million de chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, je me dis, on va faire un lancement à 1 million. Et en plus, je passe mon temps à écouter des podcasts de gens qui créent des challenges et de concours de comment ils ont fait 1 million. Donc, j'essaye de me nourrir là-dedans. Et j'essaye de mettre que des choses qui matchent ce que je pense possible en étant responsable marketing. Donc, j'essaye de ne pas mettre des choses en lien avec la conférence pour ne pas me frustrer. Donc, de ne pas mettre des TEDx, de ne pas mettre des conférences, de ne pas mettre des podcasts, etc. Juste mettre des choses qui sont compatibles avec Julia en tant que responsable marketing. Donc, je mets des trucs de sport, de fitness, des trucs pour manger sainement, etc. qui ne sont pas vraiment des choses importantes pour moi, mais juste me dis, bah, ça va rentrer, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, en janvier, je vais à un événement d'une conférencière qui s'appelle Léa Vigier. Et elle organise un événement devant 300 personnes dans une salle qui s'appelle le MK2 pour l'avant-première de son documentaire. Et quand je vais à cet événement, déjà, je suis malade parce que mon corps il commence à m'envoyer des signaux que ça va pas, etc. Et en plus, quand je suis dans cette salle, j'ai une sensation trop bizarre de me dire, mais attends, mais c'est moi qui devrais faire des trucs comme ça. Genre, je suis trop contente pour elle. En même temps, je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et je vois très bien que je suis pas du tout en train de faire ça. Et je pense qu'il y a une dissonance entre ce pourquoi j'étais en train de travailler, qui était faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, faire des plus gros lancements, et ce qui était important pour moi, qui était de faire des conférences dans des plus grosses salles. Et je pense que l'ambition n'est pas du tout un problème, mais l'important, c'est de suivre ton ambition à toi. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas faire de burn-out en suivant des boîtes à 1 million parce que c'est un truc hyper aligné, parce qu'ils ont une vision de pourquoi ils le font et pourquoi c'est important pour eux. Mais moi, pourquoi c'est important pour moi? Juste parce que c'est important pour la personne que j'apprécie, mais pas pour moi. Il y a un rapport de loyauté, en fait. Ouais. Ouais. Et tu vois, quelques jours plus tard, Nina me disait, Julia, arrête-toi, va chez le médecin. Ouais, ton corps a parlé. Puis surtout que là, il y a eu. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que pour en avoir parlé, de tout ce que tu m'as expliqué, j'entends dans ton discours que Nina a jamais poussé à développer ce rapport de loyauté. Enfin, d'après ce que tu m'as expliqué, pas du tout. Ça prouve que c'est nous. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours intéressant de voir quand on aide quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, quand on est mentor de quelqu'un. C'est toujours un peu vigilant de se dire, est-ce qu'après la personne, quand je la place là, elle le fait vraiment pour elle? Est-ce que c'est bon pour elle? Ou effectivement, tu l'as dit, c'est peur de décevoir, tous les vocabulaires que tu as mis, peur de décevoir, peur de mal faire, pas d'en faire assez, d'être à la hauteur d'eux. Bah oui, on m'a fait confiance, on m'a aidé à grandir, comme si c'est ce qu'on appelle les dettes émotionnelles, hein, rendre l'appareil. Et généralement, alors attention, on le retrouve chez les parents, j'ai fait des vidéos là-dessus, ça a été très controversé, mais il y a beaucoup de travaux de Lacan, de psychologues qui expliquent tout ça. Il y a un livre, Aïe, mes aïeux, qu'en parle, tout ce rapport de loyauté qui démarre généralement beaucoup avec la famille. Pour le coup, on en a beaucoup des dettes émotionnelles, mais on en a tout le parcours de notre vie, des mentors, des personnes qui nous ont aidés, des amis, etc. Il peut être très pernicieux parce que par redevabilité, on peut tendance, surtout nous les femmes et à plein d'égards, même si pourtant on travaille avec des femmes qui disent « ne t'oublie pas, construis tes rêves », c'est de montrer à quel point la mécanique de la loyauté, elle est puissante, parce que ce que j'entends, c'est j'avais une opportunité, je veux pas décevoir, je veux rendre l'appareil. Du coup, à ce moment-là, alors que même on me le demande même pas, je me mets de côté. Je me mets de côté et au point où la part que j'ai demandée pour construire ce fameux poste quasiment sur mesure de mes rêves, j'y renonce en fait. À ce moment-là, j'y renonce et tu te retrouves effectivement face
Léa Vigier. D'ailleurs, Léa, si tu nous entends, tu peux venir sur ce podcast parler de ton sujet phare au sein de la bipolarité. On serait ravis. Tu vois Léa sur scène et là, tout d'un coup, il y a ton truc qui se passe dans ton corps, quoi. Ton corps dit, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça que je devrais faire moi aussi, c'est organiser des conférences devant plein de gens. Et pour le coup, je pourrais avoir des projets ambitieux. Ça me dérange pas d'avoir de l'ambition pour servir quelque chose qui est nourri par une vraie envie intérieure, quoi. Mm. Du coup, pour le coup, tu me l'as dit, tu es très bien accompagnée par Nina sur cette, Ouais. sur cette partie-là, qui te dit, voilà, tu t'arrêtes. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es fait arrêter 2 semaines, puis prolongé. Je crois que globalement, ça dure à peu près 2-3 mois, ouais. 2-3 mois. Euh, et puis, ce que j'aimerais comprendre, parce que sur ces 2-3 mois, bah, il s'est passé des choses. Et après, il y a une phase de repos, mais pour avoir traversé un burn-out et avoir été en arrêt, alors moi, pour le coup, presque un an, quasiment 1 an et demi. On passe des journées, on est extrêmement actif, c'est-à-dire qu'on a des to-do, on est en apnée, on démarre le matin, on est à peine réveillé, quand on est déjà en train de penser à ce qu'on va faire, on se couche, on est en train de penser à ce qu'on doit faire, et c'est une boucle sans fin. Tout d'un coup, on est en arrêt, et il y a cette pause qui est souvent Mm. un peu brutale, parce qu'on passe quasiment des journées qui sont à rallonge ou qui sont très intenses, à quelque chose tout d'un coup qui s'arrête, ce qui peut d'ailleurs créer des traumas, hein, pour le coup. Euh, comment tu Comment ça se passe cette période pour toi? Ouais. Bah écoute, c'est une période très douce Mmh. parce que j'ai la chance d'être arrêtée avant que ça aille pas bien. Donc j'ai fait un burn-in, c'est pas au stade de l'effondrement comme tu dis. Mmh. Donc en fait, quand je m'arrête, les premiers jours, j'ai une semaine où je pense que je pleure beaucoup. Je suis aussi dans le déni parce que je me dis, mais non, mais j'ai l'impression de faire ma victime parce que je me dis, on m'arrête alors que dans ma tête, j'ai pas l'impression de pas aller bien. Donc j'ai l'impression d'être un imposteur du burn-out, tu vois, de Il y me a un dire, rapport de culpabilité, justement, ou ouais, pas? ouais, à plusieurs égards, parce que Mmh. déjà, on est en plein lancement, on est en train de préparer un lancement important, donc je culpabilise vachement de laisser Nina et son associée Élise toute seule à devoir préparer ça, alors que j'ai été recrutée pour les aider. Et je suis là, mais pourquoi enfin, pourquoi elles doivent se débrouiller tout seules, c'est pas juste, tu vois. Alors que moi, je vais entre guillemets me la couler douce et me reposer, elles vont se taper tout mon travail. C'est un peu ça mon dialogue intérieur, Il est c'est dur, pas hein? On est juste. dur, hein? Ouais. T'as le déni de cette fatigue et de tes symptômes, et on a encore cette loyauté où on a des propos qui sont durs, quoi. Ouais, dans ma tête, c'est pas juste parce qu'elles aussi, elles ont beaucoup travaillé avant et elles aussi, elles méritent d'être arrêtées et elles méritent pas d'avoir tout leur travail plus le mien à gérer. Donc il y a ça. Donc ouais, ça, c'est pour la première semaine, je pense, j'ai beaucoup de culpabilité, beaucoup de doutes aussi parce que forcément, le fait d'être arrêté, ça te fait poser plein de questions sur bah, est-ce que j'avance dans la bonne direction? Est-ce que je suis censée. Enfin, est-ce que je dois continuer dans cette boîte? Ou est-ce que je dois me lancer à mon compte? Est-ce que finalement, je devrais pas me lancer à mon compte comme j'avais toujours un peu visionné dans ma tête d'être entrepreneuse? Mais en même temps, bah, ça fait un moment que j'ai laissé mes projets de côté pour me lancer à fond dans cette boîte. Donc, bah, là, tout est un peu à l'arrêt, au point mort, donc je voyais pas bien qu'est-ce que j'allais pouvoir faire après. J'avais pas d'offre, j'avais pas de projet construit vraiment. Enfin, j'arrivais pas à avoir un projet vraiment viable et qui me faisait vraiment kiffer de lancer après. Enfin, voilà, j'arrivais pas à avoir un projet qui, à la fois, allait me faire kiffer, à la fois, allait me ramener de l'argent. Euh, donc, je sais pas, genre, il y a tous ces doutes qui se passent dans ma tête et à la fin de mon premier arrêt de 3 semaines, je finis par me dire non mais le problème ce n'est pas que je fais pas ce que j'aime, c'est juste que je suis pas organisée et que je vis mal la charge de travail. Vraiment à ce moment-là, je ne comprends pas encore. Enfin, j'ai L'enjeu. pas encore, ouais, j'ai pas encore le recul Mmh. nécessaire pour me dire Qu'est-ce qui joue? ouais, qu'il y a un désalignement entre ce que je suis en train de poursuivre et ce que j'ai profondément envie de faire. Par contre, ce dont j'ai commencé à avoir conscience, c'est de ma neuroatypie. Parce que fin 2024, Nina me dit, Julia, elle vient de se faire diagnostiquer d'un TDAH et elle voit chez moi les mêmes signaux. Et elle me dit, Julia, tu as tous les symptômes. Moi, si tu veux, je peux te recommander quelqu'un qui est super bien, qui va pouvoir te diagnostiquer. Et à l'époque, moi, j'ai du mal à y croire parce que quand on parle de TDAH, on a tout le temps l'image d'un petit garçon qui est hyper actif, qui court partout, qui est mauvais à l'école. Et moi, je suis l'antipode de ça. Donc moi, je suis hyper calme. Je peux rester assise. Quand j'étais petite, ma mère, elle faisait des magasins, je pouvais rester 4 heures sans broncher. J'ai fait une prépa, donc pareil, c'est des études hyper intenses. J'ai toujours eu des très bonnes notes à l'école. J'ai jamais eu de difficultés de scolaire, pas de problème d'orthographe. Au contraire, j'ai plutôt été la bonne élève forte en dictée. Donc je me reconnais pas dedans. Et en même temps, je fais confiance à Nina parce qu'elle s'est beaucoup renseignée sur la neuroatypie.
Et je me dis, ça expliquerait quand même des choses parce que si on s'entend aussi bien et on a un mode de fonctionnement aussi compatible toutes les deux, c'est bien qu'on doit avoir des points communs sur nos modes de fonctionnement. Et donc, elle m'envoie le contact de quelqu'un et je prends rendez-vous. Enfin, c'est hyper long les attentes, donc j'ai rendez-vous seulement 3 mois après, en janvier, pendant justement mon arrêt. En fait, j'ai mon premier rendez-vous avec la neuropsy. Et elle me fait un premier questionnaire et elle me dit, en effet, madame, vous avez genre énormément de signaux. Je ne peux pas vous le confirmer, ça, de toute façon, c'est qu'un psychiatre qui peut confirmer. Par contre, je peux vous faire un deuxième test, qui est un test de QI, qui va un peu nous donner d'autres éléments. Et donc, je fais le test de QI et encore une fois, elle me dit qu'il y a des signaux qui confirment. Et à partir du moment où j'ai le diagnostic du TDAH, je me dis, en fait, c'est juste que toute ma vie, j'ai eu un mode de fonctionnement que j'ignorais totalement, dont je n'avais pas conscience, qui fait que j'ai du mal à m'organiser, qui fait que j'ai du mal à prendre des décisions, qui fait que j'ai besoin de nouveautés tout le temps. Donc, quand je fais trop la même chose, mon cerveau, il a plus de dopamine, donc j'ai envie de faire un autre projet. Donc, en fait, c'est ça le problème. Tu vois, après, je me dis, mais voilà, c'est juste le TDAH, le problème, c'est le fait de ne pas l'avoir pris en compte. C'est pas que j'aimerais faire des conférences et que j'en fais pas. Donc, du coup, tu cherches plutôt une forme d'excuse à travers l'organisation et le TDAH. Donc, Ouais. quelque part, c'est Je je dirais peux pas d'excuse, revenir. mais d'explication. Ouais, une explication, on peut le dire effectivement. J'essaye de me dire, j'essaye de trouver une explication à mon. Tu veux trouver du sens. Ouais, Là et où, puis, fait, le sujet, c'est pas le sens, c'est le cœur. En fait. ouais, mais et puis surtout, en fait, je comprends pas comment ça peut ne pas aller parce que je me dis, attends, je suis dans une boîte qui est trop cool, j'adore ma manager, je suis hyper bien traitée, nos clients ont des résultats de ouf, on fait des performances de ouf avec la boîte, on m'a créé un poste sur mesure. Enfin, je me dis, mais comment je peux ne pas bien aller? Genre, tu sais, il y a une voix dans ma tête qui me dit, mais t'es capricieux. Genre, si on te donne tout ça et que t'es pas bien, mais ma pauvre, tu seras jamais bien dans ta vie parce que si même avec ce contexte-là, t'es pas satisfaite, entre guillemets, t'en veux toujours plus. Donc je me dis, l'explication, ça doit être le TDAH, ça doit être que j'ai pas pris en compte assez mon mode de fonctionnement, que je sais pas encore à l'apprivoiser, mais je vais lire des contenus sur le sujet, je vais suivre une psychologue qui est spécialisée du TDAH, qui va m'aider à mieux comprendre, et ça va aller mieux après parce que je saurai m'adapter. Et donc je rentre de mon premier arrêt maladie et j'en parle à Nina de ça. Et Nina elle me dit, non Julia, je pense pas, je pense que oui, il y a le TDAH, voilà, je pense que le TDAH, c'est quelque chose qui joue, mais je pense que tu as toujours voulu faire des conférences et que ce truc reviendra toujours si tu ne le suis pas. Je pense aussi que le fonctionnement de la boîte n'est peut-être plus adapté à tes besoins parce qu'on bossait beaucoup en asynchrone et moi, j'ai un fort besoin de présentiel, j'ai un fort besoin de voir les gens et je commence à sentir que le fait de bosser chez moi, je me sens vachement seule et isolée. Je commence à sentir aussi que le management et juste le marketing, ça me panouille pas. Je suis bonne là-dedans, mais ça m'épanouit pas. Pas au quotidien, de manière répétitive, ouais. quoi, avec autant d'intensité. Ouais. Et avec tout ça, elle me dit, je pense que juste le TDAH, c'est une petite partie. Et elle me dit, réfléchis-y. Et à ce moment-là, elle commence à ouvrir la perspective de, tu sais quoi, Julia, prends le temps d'y réfléchir. Elle me dit 2 choses. Elle me dit, si tu veux partir, on te fera une rupture conventionnelle. Donc, te fais pas de soucis, financièrement, tu auras ton chômage. Et la deuxième chose, elle me dit, je vais te payer un bilan de compétences. Comme ça, tu vas pouvoir faire une introspection et voir si vraiment c'est un problème juste lié au TDAH ou s'il y a un truc plus profond. Donc, franchement, j'ai énormément de chance à ce moment-là parce que je sais qu'il y a très, très peu de managers qui sont t'es bien aussi compréhensifs. Donc, je suis vraiment bien accompagnée. Déjà, pendant tout mon arrêt maladie, elle m'avait toujours dit, prends autant de temps que tu as besoin pour te reposer, nous, on gère. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui mettent vachement l'impression de tu veux pas faire ton arrêt maladie un peu plus court parce qu'on aurait besoin de toi. Et là encore, ça enlève un poids financier de me dire, je sais que si jamais je pars, j'ai quand même un coussin de sécurité pendant 1 an au moins du chômage. Donc voilà. Du coup, parce que tu fais ce fameux... Du coup, tu fais ce bilan de compétences. Ça m'intéresse, du coup, parce qu'on n'en a pas parlé. Il en ressort quoi, concrètement? Du coup, il se passe quoi? Parce qu'en fait, on sait, sans suspense, que je le dis dans l'introduction, va arriver ce moment où tu as décidé de partir. Mais j'aimerais qu'on arrête de ce cheminement, parce que tu es encore à ce moment de ton cheminement de se dire, bon, il y a une explication rationnelle, qu'il y a mon organisation, on vient de me diagnostiquer officiellement de ce TDAH. J'ai quand même toutes les caractéristiques dans une entreprise pour aller bien. Enfin, franchement, voilà. En gros, presque, fais un effort, Julia. Enfin, à un moment, arrête un peu de soit tes caprices ou tes simagrées, etc. À un moment, retourne-y. Pour le coup, c'est presque Nia qui te dit non, peut-être pas si vite. Je pense que c'est peut-être au-delà de ça. Mais pour le coup, c'est vraiment elle qui me fait me dire, ah oui, c'est vrai que peut-être que j'ai un peu trop
j'ai peut-être omis trop vite le sujet de est-ce que j'avance dans la direction qui est ma vision ou pas. Mais aussi parce que je pense qu'il y a la peur derrière, c'est que c'est beaucoup plus challengeant de se dire qu'on va devoir repasser en indépendant quand ça faisait genre presque 1 an et demi que j'étais salariée, que juste de changer mes manières de travailler, tu vois. Du coup, tu fais ce bilan de compétences. On commence à être quoi en mars, Mars, avril, ouais. ouais. Il se passe quoi? En fait, au final, le bilan de compétences, je l'ai commencé plus tard que ça parce qu'il y a plein de papiers administratifs qu'on a fait, etc. Donc ça a commencé tard, aussi parce que j'ai procrastiné les papiers. Mais ce qui se passe, c'est que pendant le deuxième partie de mon arrêt maladie, je suis plutôt à mi-temps. Et je bosse un peu le matin et l'après-midi, j'ai quand même du temps pour faire des potes. Donc, je fais plein de cafés, networking avec plein de gens, je rencontre plein de gens. Et je passe beaucoup de temps avec des amis, beaucoup de temps à juste réfléchir, lire des bouquins et tout. Il y a de l'espace. Ouais, il y a de l'espace vraiment de réflexion. Et en même temps, j'aime bien parce qu'il n'y a pas trop d'espace, parce que si tu poses trop de questions aussi, tu as trop d'espace de doute. Donc là, je bosse que le matin. Et l'après-midi, j'ai de l'espace. Et déjà, je me rends compte que c'est vachement cool de faire des demi-journées de travail. Ça me correspond vachement bien comme rythme. Et j'ai un ami qui me dit, tu sais quoi, Julia, mon ami s'appelle Victor Maurice, il est coach. Et à ce moment-là, il avait envie d'arrêter le coaching, mais il m'a dit, viens, je t'offre une séance, on va se poser dans un café et je vais te coacher gratuitement. Et il me fait bosser sur plusieurs exercices. Donc, il me fait déjà écrire ma semaine idéale, à quoi ça ressemble. Donc, c'est vachement intéressant comme exercice parce que je me dis, OK, je commence à réfléchir à déjà combien d'heures j'ai envie de travailler par semaine, qu'est-ce que j'ai envie dans mes journées, est-ce que j'ai envie d'être toute seule à bosser, à écrire comme quand je fais du marketing, est-ce que j'ai envie d'être en mode coaching, est-ce que j'ai envie de faire des podcasts, toutes ces réflexions, elles m'aident à me projeter dans autre chose. Et puis aussi, je mets le mot sur côté, j'aimerais bien être solopreneuse, c'est-à-dire tout ce temps, je pense que j'avais du mal à me dire que j'aimerais être ailleurs que Armène d'Afrique parce que j'avais aucune vision qui m'attirait. Je me disais, j'avais envie de donner des conférences, mais concrètement, je voyais toujours pas comment j'allais gagner de l'argent avec mes conférences. Je me sentais beaucoup trop loin pour donner des conférences payées en entreprise. En même temps, ce que je savais bien faire, c'était d'écrire. Donc, mais je me disais, j'ai pas non plus envie de continuer à vendre des emails et des posts LinkedIn J'en ai marre de vendre ma compétence. Ouais, de vendre ma compétence. Et là, il me dit... en réfléchissant, je me disais, mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est être solopreneuse, donc avoir mes propres programmes. Et un autre événement qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il crée un espèce de sommet en ligne avec plusieurs intervenants pour lui-même, au départ, créer un programme de formation. Et dans ce programme, il veut, lui, faire vivre aux gens toutes les expériences qui ont eu un impact drastique dans sa vie. Et dans ces expériences, il y a notamment, par exemple, le chemin de Compostelle, il y a le fait de faire l'éco-living, et il y a le fait de donner sa première conférence, parce que mon ami Victor a organisé ses premières conférences. Et il me fait intervenir dans le sommet en ligne pour parler de la prise de parole et ce que ça change dans ma vie. Et il m'a dit, si je crée ce programme à la fin, j'aimerais que tu sois la personne qui gère, entre guillemets, le module et ce côté-là. Conférence. Ouais. Et en fait, ça crée un truc dans ma tête de me dire, ah, purée, c'est vrai que je pourrais coacher des gens à faire leurs conférences. Ça t'était jamais venu à l'esprit? Si, mais... Avec toutes les demandes que tu avais? Alors, si, ça m'était déjà venu à l'esprit parce qu'en fait, pendant tout ce temps-là... moi, j'avais donné plusieurs conférences, en effet, mais qui n'étaient pas rémunérées pour la plupart. J'étais invitée à des tables rondes, des événements. Ou alors, moi, j'avais organisé mes premières conférences. Donc, j'avais déjà eu il y avait plein de gens qui me demandaient, Julia, mais comment tu fais pour avoir des conférences? Et du coup, j'avais créé même des podcasts spéciaux, juste pour raconter comment je faisais gratuitement. Et j'avais déjà eu l'idée de faire un programme, mais à chaque fois que je voulais faire un programme, je me disais, non, mais personne ne serait prêt à payer pour leur apprendre à faire le type de conférence que moi, je fais. Je pensais que les gens étaient uniquement prêts à payer pour donner des conférences rémunérées en entreprise. Et il y a plusieurs programmes qui sont sur le sujet. Mais encore une fois, c'est qu'une croyance limitante. Je n'avais pas du tout vérifié cette hypothèse. Et je me disais, moi, je ne me sens pas du tout légitime de coacher des gens à vendre des conférences d'entreprise parce que je ne l'ai pas fait moi-même. J'ai été bras droit de quelqu'un qui le faisait, mais ça ne veut pas dire que moi, je sais le faire. Donc, j'avais un peu fermé cette porte-là. Et après, je ne sais pas, il revient à la charge et il me dit, c'est trop cool que... tu vois, t'aides les gens à organiser leur première conférence ou tu vois, tu crées un événement où c'est tes clients, les speakers, etc. Enfin, il commence à me donner des briques et je me dis, mais trop bonne idée. Sauf que sur le coup, c'est son programme à lui, tu vois, c'est pas mon idée à moi. Puis moi, j'ai pas encore pris la décision de partir. Et puis, finalement, je prends cette décision de quitter Armène d'Afrique parce que grâce au premier coaching qu'on a ensemble, je me rends compte qu'il y a une autre vision qui peut me plaire. Et je me rends compte aussi que financièrement, ça va. Tu vois, je me dis, au pire du pire, qu'est-ce qui se peut passer? Au pire, je rentre chez ma mère, j'ai le chômage, j'ai l'impression d'avoir un peu fait une erreur, mais je veux dire, ça va.
Je rappelle que tu as 25 ans. T'as le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai, on a toujours un rapport de temps, tu vois. Ouais, aussi. puis même, j'avais suffisamment interviewé de gens sur mon podcast qui racontaient que quand ils avaient créé leur boîte, ils étaient repassés chez leurs parents. Et j'avais quand même intégré que ça pouvait faire partie du processus. C'était pas un échec, ça faisait partie du chemin. Donc je suis en mode, ok, je quitte Ramène ta fraise. Aussi confortée parce que m'a dit Nina, c'est pas que le TDAH, c'est aussi qu'il y a un truc plus structurel. Et je décide de créer de l'espace quand je quitte Ramène ta fraise et de partir en vacances. Ma meilleure amie, à ce moment-là, vient de faire un voyage de 7 mois en Asie en backpack. Et j'avais toujours voulu la rejoindre, sauf que j'étais tellement... soit ça tombait en plein lancement et je ne pouvais pas partir en plein lancement, soit j'étais à moitié en arrêt maladie, j'allais pas partir en vacances pendant que j'étais en arrêt maladie. Donc, quand je quitte Ramène ta fraise, je pars 2 semaines à Bali avec elle. Et ce qui est trop cool à ce moment-là, c'est que je crée un vide fertile. Vraiment, je n'ai aucun lien avec le travail, je ne poste pas sur les réseaux sociaux. En plus, moi, 1 an avant ça, j'avais supprimé Instagram de ma vie, donc vraiment, je suis déconnectée, je suis uniquement avec elle. Et je laisse un peu mes idées du moment venir. J'avais quand même eu ces premières discussions qui m'avaient donné des petites idées, mais je pars sans attente. Mais enfin, je pars quand même avec l'intention de me dire, en rentrant, j'aimerais avoir une idée de programme. Enfin, j'aimerais avoir une idée de qu'est-ce que je vais faire ensuite. Mais après, une fois que j'ai posé cette intention, je lâche les choses, tu vois. Je partais pas du tout à Bali en me disant, je vais rencontrer plein d'entrepreneurs, je vais aller networker avec plein de digital nomades et tout. Pas du tout. Nous, on allait que des endroits hyper reculés et c'était juste déconnecté. Donc, si je reviens, c'est que tu prends ta décision de quitter. Si je résume, hein, et je te laisserai le reformuler, mais si je résume, tu as cette discussion, etc., avec Victor, et j'entends, j'ai pas d'idée précise. Ouais. Je pars pas avec, ok, je m'en vais parce que j'ai ma porte de sortie qui est complètement baquée. J'entends, j'ai quand même une esquisse de quelque chose qui est possible. Ouais. Je sais pas quoi, je sais pas quand, je sais pas comment, mais j'ai une autre vision qui se dessine et qui me paraît possible. Ouais. Et deuxième truc qui est, au moment où j'acte cette démission, là où dans un moment de ma vie où, même s'il y a eu de l'arrêt et surtout avant, il y a eu cette intensité de réflexion, tu l'as dit, je crée un vide fertile pour justement commencer à dessiner les contours de cette esquisse, quoi. J'entends ça, non ? Ouais, totalement. Je me dis, j'ai besoin d'espace, enfin, me donner aussi de l'espace. C'est marrant, avec ma psy, on avait pas mal travaillé sur ça. J'ai envie de profiter de cette période où j'ai pas d'obligation de reprendre des contrats tout de suite. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que ma première intuition, en fait, quand j'ai arrêté mon chômage, ça a été de vite retrouver des contrats en freelance. Et Nina me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais quand t'as arrêté, tu veux dire ton contrat, pas ton chômage. Quand t'as arrêté ton CDI, quand j'ai arrêté mon CDI, ma première intuition, c'est je commençais à avoir des demandes de gens qui me contactent pour freelance. Et tu sais, genre peur du manque. Je commence à accepter plein de trucs. Des gens qui me demandent, tu peux écrire ma newsletter, des gens qui tu peux écrire mon post LinkedIn et tout. Et je raconte ça à Nina. Et Nina, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, genre pourquoi tu fais ça ? T'as pas besoin de tout cet argent et tout. Et en fait, je me dis, mais attends, elle a totalement raison. Pourquoi je fais ça ? Par peur de manquer. Et tu sais, l'esprit humain, quand il a du vide, il a envie de le combler. Et du coup, je fais machine arrière. Tous les gens à qui je dis oui, je leur dis, tu sais quoi, je suis désolée, en fait, on va pas le faire. Je vais partir en vacances et je pense que je vais pas plus vendre ce type de prestations. Donc, je commence à faire de l'apport d'affaires. Je commence à envoyer des gens vers d'autres prestats et plus prendre, moi, les missions. Et je pars à Bali pour créer cet espace-là et réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie. Il se passe que je voyage, je visite. On a plein de discussions hyper intéressantes avec ma meilleure amie. On s'est pas vu en plus depuis plusieurs mois, donc tu vois, on se raconte beaucoup de choses. Et la plupart du temps, on est en activité. Donc tu vois, quand tu es tout le temps en train de faire plein de choses, tu n'as même pas de temps pour réfléchir à ce que tu veux. Quand on fait des activités, juste on est là en train de s'émerveiller. Par contre, il y a toujours des moments un peu vides où mon cerveau il commence à réfléchir et il a du temps pour se poser des questions. Notamment quand on faisait des trajets, quand on changeait de ville, on avait parfois 1 heure ou 2 heures de trajet. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où j'avais rien à faire, que mon cerveau, il commençait à se dire, à avoir des idées, à se dire, ah tiens, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et ce qui se passe, c'est que je note tout. Je me dis, je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai une note dans mon téléphone qui s'appelle vidage de cerveau. Et tout ce qui me passe par la tête pendant toutes ces vacances, je le note. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de petites... J'ai plein de petits bouts, un peu qui ont ni queue ni tête, qui m'arrivent. Donc j'ai l'idée de me créer un programme. Genre, je verbalise des trucs, genre j'ai envie de créer un programme. J'ai envie de capitaliser sur ce que je sais faire quand même, sur mes forces, mais en même temps qui mêle ce que j'aime, qui mêle plus le plaisir. Donc,
peut-être plus de développement personnel dans mes programmes, mélanger ce côté prise de parole. Enfin, c'est hyper flou. Je me dis, peut-être que je peux faire un programme avec un peu tout ce que je sais faire, genre qui mélange le marketing et la prise de parole. Enfin, c'est flou, mais il y a des trucs. Et je sais plus exactement quand, mais quand je rentre de mon voyage, j'ai cette idée qui me vient. Je saurais même pas te dire comment elle s'est put together. Tu vois, comment ces petits morceaux, ils se sont un moment aimantés. Ouais, aimantés en me disant, attends, là j'avais que des petits bouts qui ressemblaient à rien, et là en fait le truc ressemble à quelque chose. Mais je pense que c'est vraiment au retour de mon voyage où je commence à reconstituer le puzzle, à relire les notes que j'ai écrites et me dire, en fait, je pourrais créer un programme d'accompagnement à la conférence. Et je pense qu'il y a aussi le fait que mon pote Victor, qui avait eu l'idée, me dit, en fait, ce programme-là, moi, je vais pas le créer. Ça vivra pas trop. Moi, j'ai plutôt envie de créer une communauté, de rassembler des gens. Et en fait, je me dis, bah, moi, j'aimerais le créer, ce programme-là. Ce truc d'accompagner les gens à la conférence, ça me parle. Donc, ce que je décide de faire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais une conférence qui était prévue le 16 juin sur comment développer des opportunités de conférence. Parce que j'étais quand même identifiée là-dessus. Les gens me demandaient comment je donnais des conférences. Donc, j'avais une conférence gratuite sur ça. Et je me suis dit, à la fin de cette conférence, je vais pitcher la première version de l'offre que j'ai en tête pour voir s'il y a une traction. J'avais besoin que ça sorte de ma tête et de la confronter au marché assez vite. Et tous les participants dans la salle me disent, bah, franchement, t'as un bon... Tu tiens un truc. Et il y a aussi une coach en marketing qui me donne plein de conseils sur mon lancement, qui m'aide aussi à voir mes angles morts, parce que j'avais fait du marketing, mais quand c'est ton projet à toi, tu fais pas les bonnes choses. Et en fait, déjà, elle me dit, mais tu veux te lancer beaucoup trop vite. Tu vois, c'est quand j'ai pitché ce truc, je voulais lancer tout de suite. Elle me dit, mais prends le temps, parce qu'un lancement, ça se prépare. Tu sors d'une autre expérience, t'es pas positionné sur ce sujet des conférences. Je prenais plutôt la parole sur LinkedIn, sur les sujets de formation à LinkedIn. Donc, laisse-toi le temps et lance ton programme en septembre et laisse-toi 3 mois pour préparer ton lancement. Et ça m'a fait vachement bien déjà, parce que ça m'a reconnecté à une envie qui était... entreprendre, mais entreprendre de façon plus slow. Et tu vois, mon premier réflexe, c'est rigolo, au début, mon premier réflexe a été de prendre plus de missions freelance, et deuxième réflexe a été de vite lancer un truc. Alors qu'en fait, non. Nouveau réflexe, créer du vide, et nouveau réflexe, créer de l'espace pour mûrir ta réflexion, affiner ton offre, valider aussi ce que tu mets dans l'offre. Et tu vois, un truc qui était hyper important, c'est que ma première idée, c'est que les gens ne voulaient pas payer pour un programme de conférence qui n'était pas pour vendre des conférences en entreprise. Et ma coach, ma coach en marketing m'a dit, fais des interviews personnelles, va parler aux gens, va leur demander est-ce que vraiment ils sont prêts ou pas. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais oui, carrément, moi, des gens qui ont comme ton profil, ils me disaient, moi, ma cible, de toute façon, c'est pas de vendre à des entreprises, c'est de vendre à particuliers. Donc, je m'en fous de vendre des conférences en entreprise, j'ai pas envie de changer mon business model. Par contre, j'aimerais bien faire un TEDx, j'aimerais bien me faire inviter dans des événements, j'aimerais bien organiser ma propre conférence. Et là, ça m'a... Enfin, c'était le dernier voyant dont j'avais besoin pour me dire, vas-y, je vais dans cette direction. Juste parce que ça m'interpelle, tu as le premier réflexe de survie et de sécurité, tu l'as dit, au moment où tu arrêtes avec Nina à Ramène ta fraise, c'est je vais demander j'ai des opportunités qui arrivent pour gagner de l'argent, alors que finalement, écrire, c'est pas finalement le plus cher à mon cœur. Ça veut dire que j'aime pas ou que je suis pas compétente, mais réflexe de dire oui. Mais c'est quelqu'un qui m'ouvre les yeux pour dire non, en fait, ralentis, tu repars au mauvais endroit. C'est-à-dire que je viens de le vivre, j'arrête et réflexe. Et vite, tu veux repartir. Et je repars. Et deuxième truc, c'est ok, maintenant que j'ai une idée, entre guillemets, d'un truc, je vais la tester tout de suite. Qu'est-ce qui, quand même, fait, parce que ça, c'est intéressant, c'est que tu as eu 2 expériences comme ça, très rapprochées. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'autorises à dire non et faire un pas de côté et pas foncer tête baissée? Effectivement, il y a eu Nina, mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Et puis la deuxième. Il y a quand même 2 personnes quand même qui t'alertent. Hein. Je vois qu'il y a quand même besoin d'un élément extérieur, mais quand même, qu'est-ce qui fait que tu t'autorises à dire non à quoi? À pas lancer mon programme tout de suite? Et du coup, ça rejoint aussi à la partie freelance, quoi. Il se passe quoi là-dedans, dans le cerveau? Dire non, c'est vraiment Nina. C'est vraiment notre discussion. Elle m'a fait un déclic. Et je me suis dit, mais attends... Et Nina m'a fait trop rire. Elle m'a dit, Julia, j'ai pas fait tout ça pour que tu retombes dans les mêmes travers et tout. Et ça m'a vachement touchée. J'ai trouvé ça super beau qu'elle me dise je t'ai pas autant accompagnée pour ta santé mentale et tout pour que tu te remettes à prendre la première mission freelance alors que t'en as même pas besoin, quoi. Et en plus, ça te fait ni kiffer, ni ça te ramène vraiment de l'argent. Enfin, à quoi ça sert en fait? Pourquoi tu fais ça? Et en effet, juste peur du manque, juste... Tu vois, je pense que j'avais besoin de me rassurer, de me dire que il y avait bien des gens qui allaient me contacter en freelance, etc. Enfin, je sais pas ce que je m'inventais comme histoire pour prendre des missions, mais la première fois, c'est vraiment Nina.
Et deuxième fois, oui, c'est vraiment la coach qui me dit, non, mais un lancement, ça se prépare. Tu ne vas pas ouvrir tes ventes 2 semaines après avoir eu ton idée. En fait, il y a toute une phase qui est hyper importante où tu auras peut-être... Enfin, peut-être c'est frustrant parce que toi, tu aimerais que ça aille vite. Et tu vois, on parlait de vitesse. J'ai un côté... J'ai un côté très impatient. À partir du moment où j'ai eu l'idée, j'avais envie que ça se fasse maintenant. Sauf que il faut construire des fondations stables pour un projet. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, carrément. Et là, j'avais pas des fondations stables pour réussir mon lancement. Et donc, elle m'a dit, OK, on va reposer toutes les bases. On va asseoir ton positionnement, on va créer ton offre, on va construire ton lead magnet, on va construire une audience mail, on va créer une offre structurée, une page de vente. Enfin, on va créer ta masterclass. Enfin, tout ce qu'il faut pour organiser un lancement que je faisais très bien chez la Masterclass, mais pour moi, je m'étais même pas dit que j'avais besoin de ça. Tu vois, je m'étais dit, on va faire un post LinkedIn pour dire j'ouvre un programme qui veut m'acheter et ça va marcher. Alors que non, ça ne marche pas comme ça. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, maintenant, on se retrouve aujourd'hui. On va bientôt être en novembre 2025, presque 6 mois. Du coup, ça fait 6 mois après cet arrêt. Tu as lancé ton programme de conférence. Tu accompagnes 8 femmes. Il va y avoir une conférence qui va être réalisée en décembre avec toi et ces femmes. Je les ai parce que j'en fais partie pour le coup. 18 décembre, si j'ai bien retenu les dates que j'ai vu passer parce que je suis en retard sur les WhatsApp. J'ai envie de te demander, du coup, si on revient au mot de début, même s'il y a un petit truc que je veux garder pour la fin, mais qui était effectivement ralentir, plaisir, et il me manque vision. Comment tu la sens, cette Julia? Elle va comment, cette Julia d'aujourd'hui? Ouais. Écoute, elle va très bien. Là, je viens de passer une semaine dans le sud-ouest où je bossais que le matin. Et l'après-midi, je faisais des balades avec ma maman. J'allais me promener en forêt. Elle va bien. Je pense qu'elle se précipite moins. Elle a toujours plein d'ambitions, mais elle sait que pas tout se fera en même temps. J'ai toujours envie de donner des conférences à des entreprises, mais je me dis que ça prendra le temps que ça doit prendre. Je suis très contente d'avoir capitalisé sur mes forces tout en ajoutant une brique qui me tient à cœur. Et tu vois, je pense, on parlait beaucoup tout à l'heure de décalage entre compétences et plaisir. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Et moi, c'était vraiment de trouver le sweet spot entre ce dans quoi je suis bonne et trouver la bonne harmonie pour que je puisse utiliser ces compétences au service d'un truc qui me fasse encore plus plaisir. Parce que le plaisir peut être dans la compétence. Ouais. La notion, c'est la compétence pure hors plaisir. Ouais. Au contraire, c'est comment je trouve la compétence dans laquelle je prends énormément de plaisir et qui est facile, parce que du coup, ça devient un skill de toute façon, mais pas forcément la compétence apprise avec dur labeur et dans lequel il faut que j'ai un retour sur investissement. Ouais, c'est plutôt ce rapport-là, parce que forcément, à la base, ce qui est facile pour nous, c'est une compétence, mais parce que c'est facile, on n'arrive même pas à l'avoir. Plutôt comme une compétence. Du coup, d'ailleurs, on la nomme même pas comme ça. Ouais. Tu vois, c'est plutôt comme ça que je voyais le parallèle. Ouais, carrément. Mais du coup, la Julia d'aujourd'hui, je pense qu'elle va plutôt bien. Enfin, je me sens bien. Je sens que... En fait, ce qui a été intéressant dans cet épisode de Burnout, c'est de chercher à comprendre, tu vois, d'où venait cet épuisement un peu chronique. C'est-à-dire que ces schémas-là d'épuisement, ils sont pas arrivés en janvier, en fait. Ils étaient là depuis 2023. Sauf qu'à chaque fois, j'avais trouvé des solutions temporaires, mais je n'étais pas allée au cœur du sujet. Et là, je me suis dit, OK, si chaque année, ça revient, ce truc. Donc, si tu n'affrontes pas le problème, ça va revenir dans ta face encore plus fort. Et là, D'ailleurs, il s'intensifiait. Ouais, ça va ouais, c'est ça. Ça s'intensifie. J'avais jamais fait d'arrêt maladie avant. J'avais juste besoin de prendre des vacances. Et du coup, ça m'a emmené à faire cette profonde introspection, ce profond travail sur le TDAH, sur mon fonctionnement, en même temps profond travail sur mes envies, de quoi j'ai besoin, et en même temps me dire j'ai pas envie de retomber dans les mêmes schémas qu'avant. C'est-à-dire que je sais que par défaut, je vais avoir tendance à retomber dans un truc de vitesse, je vais avoir tendance à retomber dans vite prendre des missions par peur du manque, etc. Et comment je crée un genre de nouveau circuit neuronal où en fait quand cette même situation arrive, je ne vais pas... Ouais. Genre, on va pas retomber dans la facilité, dans le connu, on va prendre plus de recul sur la situation et faire différemment. Donc, maintenant, tu sais, j'ai un peu cette vision, il y a toujours un cadeau caché dans une situation. Et toi, dans ton post, tu disais, mon burn-out, c'était
Ma, La pire expérience, ma- ma pire expérience, mais ma meilleure conséquence. Ouais, c'est ça, pire expérience, meilleure conséquence. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a pas été ma pire expérience. Ça a été assez doux la manière dont je l'ai vécu et j'ai eu la chance d'avoir un cadre assez cocon pour le vivre. Euh, mais c'est assez douloureux. C'est plutôt l'avant qui est douloureux. C'était vraiment la partie juste avant que ça se produise. Mais tu vois, ça t'amène à faire des bons choix. Et quand rien ne se passe comme tu le veux, finalement, c'est parce que la vie, elle te dit non, mais ton chemin, c'est par là. Hmm. Merci de témoigner. On terminera juste un petit peu avec ton TDAH, mais merci de témoigner déjà aussi que alors, le burn-out, il faut savoir, ça reste quand même un individu qui a ses propres patterns et ses fonctionnements hérités d'éducation, etc. Et un environnement. Et c'est intéressant de montrer, parce que souvent dans l'environnement, dans l'entreprise, pour le coup, on montre toujours des environnements dits toxiques. Ce qui est intéressant de montrer, je trouve, dans ton parallèle, c'est que l'environnement n'était pas toxique. Non, pas du tout. L'environnement, par contre, il était à un moment en inadéquation avec ta voix. Parce que souvent, c'est aussi facile. Alors, moi, je suis la première à montrer qu'aujourd'hui, on a des causes systémiques au burn-out et qu'on est en train de créer une génération de burn-és, globalement. Mais il n'y a pas que l'environnement. C'est pluri. Il y a plusieurs décisions. Quelque part, à ce moment-là, ce n'est pas l'environnement qui est toxique. Loin de là. Au contraire, tu as même plutôt été accompagné. Mais c'est plutôt le fait que toi, à un moment, tu n'as pas écouté ta vision et que tu restes dans un environnement par loyauté, par performance, par sécurité. Et effectivement, le truc est au-dessus. C'est quels sont tous tes patterns qui sont hérités de la société, de c'est quoi la réussite, de comment je vais survivre sans argent, mon rapport à la reconnaissance, mon rapport à l'imposture, enfin tout ce que tu as nommé, qui sont des choses qui sont à la fois individuelles et collectifs, et comment je navigue avec ça. Donc c'était intéressant aussi de montrer que c'est pas juste, ok, il y a un environnement, mais il n'est pas que toxique, Ouais. mais il est en lien par rapport à ma vision et à mes choix et à m'écouter. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc merci en tout cas de le raconter et de le montrer, qu'on n'est pas toujours obligé de crier au loup à ce niveau-là. Ce qui m'intéresserait aussi pour terminer, c'est TDAH. Pour le coup, on a un médecin qui arrive bientôt. Il devait venir avant, mais il y a quelques mois, mais sa femme s'est blessée la veille de venir ici. Donc il revient dans quelques semaines. C'est un médecin qui est spécialisé en burn-out et effectivement, qui est spécialisé aussi en neuroatypie. Donc on va avoir les deux sur le sujet. J'ai beaucoup de neuroatypie, tu en as. Visiblement, j'ai beaucoup de gens que j'interviewe ici qui sont passés par des phases de santé mentale et ou de burn-out, parce qu'il n'y a pas que le burn-out en santé mentale, bien évidemment. Il y a la bipolarité, il y a la dépression, il y a plein d'autres sujets. Il me l'expliquait, les personnes qui ont de la neurodivergence, de l'atypie, neuroatypie, sont surreprésentées dans les problématiques de santé mentale parce qu'il y a un rapport de suradaptation, il y a un rapport de vision du monde qui est différent. Il y a plein d'éléments qui font qu'à un moment, il y a ce décalage par rapport effectivement à comment le monde fonctionne par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est ton TDAH qui a été découvert finalement il y a quelques mois, alors qui pourrait dire par rapport à Chloé qui est passée il y a quelques semaines, qui a été encore déclarée beaucoup plus tard que toi, on est carrément sur une quarantaine, 25 ans, donc c'est moyennement tard pour le coup, entre guillemets, par rapport à ceux qui le découvrent souvent après un burn-out. Pour le coup, c'est plutôt que tu as eu un burn-out qui a été tôt, du coup tu as découvert ta neuroatypie après ou pendant ton burn-out, c'est souvent comme ça d'ailleurs pour le coup. Comment tu vis avec ça aujourd'hui? Parce qu'à un moment, tu as essayé de trouver du sens à pourquoi finalement dans un contexte qui est justement pas toxique et qui est plutôt très privilégié, j'arrive encore pas à, entre guillemets, à m'adapter quelque part. Comment tu le vis aujourd'hui, maintenant que tu choisis ta manière de fonctionner, maintenant que tu es accompagné, comment tu en as fait des pistes de lecture pour justement être complètement en adéquation dans la manière dont tu travailles, la manière dont tu fais les choses? Est-ce que c'est plutôt un allié? Est-ce que c'est plutôt un boulet? Je ne sais pas comment l'exprimer, mais comment tu le vis? Ouais, merci pour cette question. Mais franchement, je le vis hyper bien parce que je l'ai vraiment vécu comme un soulagement. Il y a plein de gens, à chaque fois que je leur dis que je me suis fait diagnostiquer du TDAH, ou à chaque fois que je vois quelqu'un qui a potentiellement un TDAH, ils me disent: ah non, mais moi, j'ai pas envie de me faire diagnostiquer, j'ai pas envie de me mettre une étiquette. Et je trouve ça trop dommage parce que, en fait, pour moi, ça a été un énorme soulagement de comprendre ton mode de fonctionnement. Et surtout, quand tu as le mot, tu peux faire les recherches, tu peux accéder à tout un savoir, toute une communauté de personnes qui ont étudié le sujet, qui ont déjà vécu ce que tu vis, qui ont déjà trouvé des solutions aussi pour ce que tu vis. Et donc, tu gagnes tellement de temps dans ton cheminement quand on t'oriente vers les bonnes pistes
que moi, je me suis dit, OK, je veux creuser le sujet du TDAH. Donc, déjà, ça a été poser beaucoup de questions au psy pour comprendre en quoi ça consiste. Et je me suis beaucoup documentée sur Internet. Il y a plein de chaînes YouTube trop bien. Il y en a une que je suis, que j'aime beaucoup, qui s'appelle ADHD Love. Il y a la mini-coach TDAH. Sur Pinterest aussi, j'ai regardé un peu tous les mêmes TDAH, toutes les épingles pour comprendre un peu dans quelle situation ça pouvait m'affecter. Et la première étape, ça a été de comprendre tous les domaines de ma vie sur lesquels ça pouvait avoir un impact. Ça peut être le retard, la difficulté à commencer une tâche, la difficulté à prendre des décisions, ma difficulté à accepter le rejet, l'hyperempathie. Enfin, j'en oublie plein, tu vois, mais première étape, c'est vraiment comprendre l'ampleur du phénomène. Après, deuxième étape, je dirais, avec ma psy, comprendre, moi, dans ma vie, à quel endroit ça m'impacte le plus. Moi, beaucoup, c'était la difficulté à prendre des décisions. J'ai vachement de mal parce que j'ai du mal à me faire confiance. Beaucoup besoin de nouveautés. Je peux poser une question du coup. Ouais. Là, en quoi le TDAH a un impact sur le fait de prendre une décision? Enfin, c'est vrai que t'es pas médecin. Est-ce que tu crois que tu pourrais expliquer par rapport à ton cas? Pour le coup, on reste. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est l'abondance de choix. C'est-à-dire que comment expliquer? En fait, vu que tu as envie de faire plein de choses, parce que tu es passionné par plein de choses, tu vois, tu as plein de voix autour de toi, sauf que tu as un temps limité et tu as une énergie limitée. Donc, genre, ça rend vachement difficile le fait de devoir choisir entre ça. Et c'est même pas trop une question de fonctionnement cérébral, c'est plutôt une question même d'appétence, ça devient difficile. Et ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure dans ton parcours. À plusieurs endroits, il y a eu ce rapport de je devais faire un choix, je devais renoncer, j'avais plein de choses qui s'ouvraient à moi. Alors, ok, pour le livre, à un moment, si je tire un peu le fil, c'était pas les bons choix, mais c'est ce qui s'est passé à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le choix était souvent lié à des renoncements et presque au pied du mur, quoi, parce que c'est tellement difficile de se dire. Oui, comme tu as besoin de cette diversité, ouais, souvent j'ai attendu de plus avoir le choix pour prendre la décision, justement. Tu vois, typiquement, je pense que j'aurais jamais quitté Ramène d'après si j'avais pas fait un burn-out, je serais restée parce que j'avais un environnement idéal a priori. Donc ça, après, ce qui est difficile aussi dans la prise de décision, c'est pas forcément la prise de décision, c'est aussi l'initiation d'un projet ou de quelque chose. C'est-à-dire, en fait, ce qui est difficile pour le TDAH, c'est que t'as en fait, je sais pas, par exemple, une tâche toute bête, genre acheter de la lessive, pour certaines personnes, c'est juste acheter de la lessive. Sauf que dans ta tête, c'est non, mais attends, il faut que j'aille dans ce supermarché parce qu'ils ont passé de lessive. Ah, mais non, mais ma voiture, il faut que je prenne ma voiture, mais ma clé, elle est pas là. Ah, non, mais ma clé, attends, je l'ai oubliée. Enfin, en fait, il y a plein de sous-étapes qui vont popper dans ta tête au moment où tu vas avoir l'idée de faire la tâche, qui te font procrastiner. Et genre, les gens, des sœurs, ils peuvent te dire, mais genre, pourquoi tu fais pas ça, c'est juste une tâche. Mais en fait, dans ta tête, toi, tu vois tous les sous-tâches. Donc, ouais, c'est pas juste la prise de décision, c'est aussi, en anglais, ils disent task initiation, le fait de commencer quelque chose. Et a fortiori, ça peut être difficile de prendre cette décision parce que cette décision implique toutes ces petites tâches que tu vas devoir faire. Voilà, par exemple. Je vois très bien. Ok, hyper intéressant. Et du coup, aujourd'hui, avec tout ce que tu as découvert, tu le vis plutôt... comme tu disais, tu es encore en phase... le mot est pas très juste, je trouve, il est pas très joli, mais... j'allais dire apprivoiser, c'est pas un mot de cohabitation. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire. Ouais. Comment tu le vis, pardon, comment tu l'as intégré. Et ça revient un peu à ma question tout à l'heure que je reformule, c'est est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le comprendre, je le vis comme un allié parce qu'il y a de la compréhension ou, comme tu dis, il y a beaucoup, je veux pas le savoir ou il y a cette étiquette de l'enfant turbulent à qui il faut donner des ophytoses, quoi. Non, moi je le vois vraiment comme un allié. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord et qui se disent non mais il faut pas sous-estimer les difficultés TDAH, il faut pas dire que c'est un allié, etc. Personnellement, je le vis pas du tout comme ça. Je le vis comme... Et on va pas le glamouriser, quoi. C'est pas le sujet. Hein. Pour moi, il y aurait même pas... Enfin, en soi, c'est pas non plus un problème, tu vois. Je le vis de façon assez neutre. Je le vis plus comme, ok, je suis comme ça. Et j'ai conscience des difficultés que ça peut m'apporter, mais j'ai aussi conscience des forces que ça m'amène. Et notamment, dans les forces du TDAH, il y a la très forte créativité, il y a la très forte empathie, il y a il y a une certaine capacité de stress dans des situations de chaos. Alors, ça se voit peut-être pas dans mon parcours parce que genre, j'ai raconté beaucoup des épisodes de stress, mais il y a une certaine résilience face aux événements. En fait, plus je me documentais aussi sur les forces du TDAH, plus je trouvais ça hyper chouette et plus ça m'expliquait mon mode de fonctionnement. Donc ça m'a plutôt aidé à accepter la manière dont je fonctionne et ça m'a aidé à la légitimer aussi. Tu vois, ça m'a aidé à légitimer certains comportements que j'avais, que je comprenais pas, notamment le fait de commencer plein de projets en même temps.
tu vois, dans la société, dans le discours entrepreneurial, il y a beaucoup il faut se nicher, il faut avoir un seul projet, il faut pas partir dans toutes les directions parce que, tu vois, il y a un peu ces livres genre The One Thing, tu dois faire un seul projet. Et pour moi, c'était hyper culpabilisant parce que, au contraire, j'avais envie de faire plusieurs projets en même temps. Et donc, quand tu te renseignes sur le TDAH, tu te rends compte que, en effet, tu as besoin de cette diversité. Tu te rends compte que tu as aussi besoin de structure. Donc après, tu essaies de trouver un équilibre entre comment je peux nourrir mon besoin de diversité tout en me garantissant un Un cadre. cadre sécurisant et Ouais, bienveillant, quoi, ouais, avoir des routines. qui soutient. Ouais. Mm. Donc, pour te répondre vraiment comme un allié, à condition de bien comprendre qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que sont tes forces, et à condition aussi de bien savoir quelles difficultés ça peut te causer et quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour que ça te nuise pas au quotidien. Et moi, il y a une phrase que ma psy m'a dit, qui m'a fait vachement bien, qui m'a dit, mais en fait, le TDAH, si tu as une bonne hygiène de vie et que tu as trouvé les bonnes structures, il ne te nuit pas. Au contraire, il est presque neutre à partir du moment où tu as trouvé le rythme de vie qui te convient et que pour chaque petit défaut du TDAH, tu as trouvé des stratégies. Je te donne un exemple. Moi, ce qui est hyper difficile pour moi, par exemple, c'est je peux avoir tendance à oublier des rendez-vous, etc. Donc, en fait, je passe ma vie à me mettre des rappels. Je me dis, prendre la clé, hop, je me créer une alarme sur mon téléphone, prendre la clé. Ou valider un billet de train, alarme sur mon téléphone. Et à partir du moment où ou pareil pour les clés, j'ai un pot à clés, ma clé va tout le temps dans le pot à clés. Sous aucun prétexte, elle ne va autre part. Et du coup, je perds jamais mes clés. Et en fait, si pour chaque difficulté, tu as une stratégie et que tu arrives à trouver un mode de fonctionnement qui te convient, bah, tu n'as plutôt que des effets positifs à ce TDAH. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de prendre la parole sur le sujet. J'ai aucune honte par rapport à ça. Au contraire, je suis même pas assez fière, mais je trouve ça chouette parce qu'il y a plein d'entrepreneurs que j'admire, tu vois, qui parlent de leur TDAH. Et tu vois, je suis en mode, oh, mais tout prend sens maintenant parce que je les admirais aussi pour leur capacité à mener plein de projets en même temps, à avoir plusieurs activités. Et ils ont pris la parole sur ça et j'ai vraiment envie de, à mon tour, prendre la parole parce que déjà, je me rends compte qu'autour de moi, il y en a plein, mais vraiment beaucoup. Et en plus, ils s'attirent entre eux. Donc, tu vois, aussi, une des difficultés à s'en rendre compte, c'est que souvent, quand tu as une neuroatypie, les gens autour de toi aussi. Ouais. Donc, en fait, tu te rends pas compte que tu es différent parce que tu es entouré de gens un peu différents. Sauf que c'est un problème parce que si tu te rends pas compte que tu as un mode de fonctionnement différent, il y a certaines difficultés que tu peux rencontrer qui ne s'expliquent pas. Donc ouais, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de prendre la parole sur ça, de montrer, d'encourager les gens aussi à se poser la question s'ils sentent qu'ils ont des symptômes, encourager les gens à aller se faire diagnostiquer parce que je vois pas du tout le problème d'avoir une étiquette. Je trouve que c'est plutôt une grille de lecture. Et encore une fois, si tu as les bons outils entre tes mains, c'est plutôt un cadeau. Enfin, moi, je le vois plutôt comme un cadeau. Et je rebondis pour terminer parce que quand tu dis ça, je me souviens que j'ai eu la conversation avec mon chéri. Alors moi, j'ai été diagnostiquée HPI 10 et je pense quand j'entends des trucs de TDAH, je crois qu'il y a une partie de moi qui dit non, je peux pas avoir une guirlande en plus, mais quand j'entends tellement de trucs, mais souvent en plus le TDAH et le 10 et le HPI vont souvent ensemble, mais j'ai déjà mon lot, mais je suis pas allée jusque-là. Et effectivement, que ce soit mes associés, ou la majorité de mes amis de mon entourage sont des neuroatypiques, que tu le dis pour le coup, je crois qu'on se comprend parce qu'on a une vision du monde qui est très différente. Néanmoins, mon compagnon, qui je pense a deux, trois sujets, mais qui a eu ce comportement un peu sur les étiquettes, parce que justement, une de mes meilleures amies, de m'entendre, elle aussi qui a vécu un burn-out, etc., et de ma manière de voir le monde et de lui expliquer les choses, et on est très proches, s'est dit, attends, je voudrais comprendre, je me demande si moi aussi je ne suis pas. Elle se fait diagnostiquer, elle découvre effectivement qu'elle est HPI également, et je le confie à mon compagnon, et qui dit, ouais, enfin bon, et ça sert à quoi? Voilà, cette réponse, et avec toutes les blagues qu'il peut y avoir, c'est vrai que à ce qu'on peut entendre aujourd'hui avec tous les enfants sont TDAH, on met à la mode. Alors moi, si je parle de neuro, atypie plus de burn-out, tu as envie de te dire, la nana, elle coche tous les trucs à la mode, etc. Et je fais un peu attention à ça parce que déjà, c'est pas à la mode, ça existe depuis longtemps. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un peu plus de connaissances sur les sujets, donc il y a des diagnostics. Et comme tu l'as dit, je lui dis, moi, j'en parle très, très peu. C'est écrit quasiment nulle part que j'ai de la neuroatypie bien prononcée. Par contre, je trouve que ce que tu as dit, et là, c'est important, c'est que ça donne des pistes de lecture. L'idée, c'est pas de mettre une étiquette ou de le dire ou de pas le dire, parce qu'en fait, désolée de mon analogie, mais pour moi, c'est un peu comme une religion. On n'est pas obligé de le dire ou de le brandir comme un étendard. Tu vois. Moi, je parle... C'est ma philosophie de dire une religion, on n'est pas obligé de la montrer. C'est un rapport de foi. Je ne suis pas forcément d'avoir des stigmates autour de moi pour dire que je suis telle ou telle religion. La neuroatypie, c'est plutôt
pareil pour moi, de se dire, est-ce qu'on est obligé de le dire ou pas? À la limite, c'est propre à chacun, tu vois, pour le coup, et ça regarde chacun. Par contre, moi, pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, je me suis beaucoup suradaptée, que ce soit ma dyslexie, mais ma dyslexie a été quand même découverte sur le tard. C'est-à-dire que, comme toi, j'étais très très bonne à l'école. Bon, je pense que mes parents se sont dit, bah, c'est son seuil d'avoir zéro en dictée, de rien comprendre, de mélanger sa droite, sa gauche. Enfin, il y avait plein de trucs. Quelque part, c'était de se dire, bon, elle a le droit à son petit quota, tu vois, c'est pas très très grave. Son quota de difficulté. Son quota de difficulté. Elle excelle à plein d'autres domaines, donc On va pas la sauver. on va lui laisser ça, tu vois. Elle n'arrive pas à écrire correctement deux mots, mais globalement, c'est pas très grave, tu vois. Ou plein d'autres trucs, ma droite, ma gauche, même encore. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de trucs comme ça. L'idée, c'est que j'ai appris à en rire. Moi, j'ai eu, avec la dyslexie, etc., j'ai eu beaucoup de honte avec l'orthographe. À une époque où si t'écrivais mal, t'étais jugé comme un illettré ou un simple idiot. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire quelque chose de différent et de comprendre que tout ce package-là, c'est qu'est-ce que j'en fais pour bien fonctionner. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Comment, comme tu dis, comment j'en fais des atouts, comment j'en fais des pistes de lecture, comment effectivement je m'accable pas à certains endroits et comment je comprends mieux comment je fonctionne à certains endroits, comment j'arrête de me suradapter à plein d'endroits, ou même peut-être des fois j'arrête de m'excuser à plein d'endroits. C'est pour ça que l'idée, c'est pas de coller une étiquette. Moi, je le mets pas du tout comme un étendard, mais si effectivement, comme le dit Julia, vous avez des doutes, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, allez le faire. On s'en fout. En fait, dans le fond, on s'en fout de l'étiquette. Par contre, prenez-le en disant, bah, ça veut dire que j'ai un fonctionnement et ma neuroatypie, pour moi, aujourd'hui, je le vois comme un cadeau elle me permet de voir le monde autrement. Je sais que je ne lis pas le monde comme tout le monde. Je sais que je ne lis pas le non-verbal comme tout le monde. Je sais que je ne ressens pas les choses comme la majorité des gens. Il y a des moments de ma vie, parce que je pas le choix de contrôler, mais je ne le connaissais pas, ça m'a certainement à plein d'endroits submergé. Donc il y a eu plutôt à plein d'endroits où j'ai voulu plutôt le mettre de côté. À partir du moment où on comprend mieux comment on cohabite ensemble, ça devient un super atout. Et aujourd'hui, ma vision du monde et la manière dont je vois le monde fait que je suis là aujourd'hui et que ça fait partie de moi. Je pense que j'aurais jamais pris tous les risques que j'ai pris pour décider on parlait de réaliser mes rêves au-delà de la sécurité, de tenter plein de choses, arrêter des trucs, recommencer, enfin tu vois, plein de trucs et surtout de vouloir m'exprimer sur plein de sujets qui sont des fois controversés. Qui correspond forcément à ma vision de monde, parce que ça crée aussi des fois des lucidités ou des discernements ou des subtilités que tout le monde ne voit pas. Donc quelque part, c'est peut-être ma vision et ma piste de lecture peut-être plus fine à certains endroits. Comment je peux aider les gens peut-être à aller l'écouter, l'esquisser. Aujourd'hui, j'en fais un atout. Je m'en fous de savoir, tu vois, et de le dire. Par contre, l'idée derrière tout ça, c'est si vous avez des doutes, faites-le, parce que comme tu l'as dit, il y a des sources. Il peut y avoir les bons thérapeutes. Moi, je sais que j'ai plein de thérapeutes. Je vois même le docteur qui va venir, Didier Lechémia, que j'ai eu juste en call une fois pour préparer l'émission, c'était cet été, juste de discuter ensemble et de ce qu'il a lu de moi sur LinkedIn. Il fait t'es HPI, toi. Ou ma dernière thérapeute, je le dis même pas des fois à mes thérapeutes. C'est-à-dire que tu vois, je le dis même pas. Et ils me disent, mais en fait, t'es pas ça, toi. Ah, ok. À bout d'un moment, les thérapeutes le lisent que globalement en toi. Et c'est intéressant parce que du coup, effectivement, maintenant, je dis, bon, je vais finir par le dire, parce que moi, ma thérapeute actuellement adapte beaucoup de choses. Elle me dit, bah, parce que t'as ça, je peux pas te demander de faire les choses comme ça. Je peux pas te demander de faire ci. Toi, ce serait trop violent que tu fasses comme ça. Toi, il y a ça. Effectivement, on a des fonctionnements qui sont différents. Donc, je pense qu'il faut ni le cacher, parce que globalement, à force de dire de pas vouloir en coller une étiquette, je le disais même pas. Ouais. Et en même temps, nos fonctionnements fait que, bah, soit nos thérapeutes ou la manière dont on voit les choses nous permettent de nous adapter aussi, pas nous adapter, mais mieux nous comprendre et du coup mieux servir. Parce que si je me comprends mieux, je sers mieux mon propos et je sers mieux ma cause et je sers mieux ma mission et la manière dont je veux l'exprimer et l'incarner. C'est mon petit propos. Ouais, tu vois, on parlait tout à l'heure, est-ce que je l'assume ou pas? Moi, je trouve que c'est aussi un cadeau qu'on fait pour les autres d'en parler, parce que vu que soi-même, on est souvent entouré de gens qui sont neurotypiques, en fait, le fait que nous, on fasse ce chemin-là peut aider d'autres personnes à mettre le doigt sur ce mot-là qu'ils n'avaient peut-être pas décelé. Tu vois, moi, si Nina ne m'en avait pas parlé, j'aurais mis peut-être des années à savoir que j'ai un TDAH, tu vois. Et j'aimerais maintenant être la personne, enfin être la Nina pour les autres personnes, de dire, bah, voilà les symptômes, je te partage mon expérience, vois si ça résonne ou pas. Mais là, plus j'en parle autour de moi, plus les gens me disent, ah, t'as eu des difficultés pour te conduire, ah, t'as eu ça, ah oui, ah, attends, mais dis-moi en plus, parce que ça me parle tout ce que tu me dis.
Et tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait le lien entre TDAH et difficulté à conduire. Et moi aussi, j'ai mis du temps, j'ai lu plusieurs trucs sur ce sujet. Et voilà, en gros, le message, c'est plus j'en parle et plus ça va aider d'autres personnes aussi à se diagnostiquer. Et en effet, les gens disent que tout le monde est TDAH, mais en même temps, si on a passé beaucoup de temps sans le savoir et que l'image qu'on avait du TDAH était le petit garçon turbulent, bah forcément, au moment où tu te dis, bah non, ça peut être aussi ça, toutes les personnes qui ne s'étaient pas reconnues et qui avaient tout le temps évincé la piste peuvent s'identifier. Et c'est libérateur. Top. Merci Julia. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose, une question que je t'ai pas posée, un message que tu aurais envie de passer pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Ouais, je pense que le mot de la fin, c'est le corps parle. Tu vois, quand j'ai eu ces premiers signaux, j'ai eu plusieurs signaux quand même de tomber malade, de pas avoir d'énergie, etc. Moi, ce qui me marque dans mon parcours, c'est que j'ai souvent besoin d'éléments extérieurs. Donc, tu vois, j'essaie de travailler sur comment est-ce que moi-même, je peux plus me rendre compte quand je vais droit dans le mur. Et le deuxième signal, c'est, tu vois, souvent, les choses qu'on doit faire, au final, c'était là depuis longtemps. Et j'aimerais que les gens y repartent avec ça. Parfois, il y a des choses qui sont dans notre parcours. Et moi, j'ai fait je sais pas, mes premiers vision board de 2021. C'est exactement la même chose maintenant, 4-5 ans après. Parce que ce qui est profondément là, ça reste là. Donc, aller creuser dans ces sujets-là, même si on ne voit pas encore comment les monétiser, ou même si on ne voit pas encore comment en faire un salaire, bah, y a des choses à creuser là-dedans. Résumé, je le dis souvent, j'avais fait un podcast là-dessus, c'est... je mettrai le titre, mais c'était justement souvent ce qui est facile et évident pour vous, c'est là où ça se situe, et souvent c'était toujours là. Donc c'est un peu ça qui avait vraiment cartonné, parce que c'est ça que j'explique, on le redit pour conclure, c'est rappelez-vous de vos rêves d'enfant, de quoi ils étaient faits, parce que généralement c'est souvent là depuis le début. Souvent, on prend les métiers de conviction. Je fais une petite parallèle. Le mec qui est médecin, pompier ou enseignant, ça a commencé tôt. Et puis finalement, on sait les études qu'il faut faire, entre guillemets, et comment avoir la sécurité de l'emploi à travers ça. Mais des fois, c'est des choses beaucoup plus subtiles, des choses beaucoup moins tracées. Mais souvent, c'est souvent là, sous différentes formes. Il ne faut pas croire que c'est la forme exacte de la manière dont on pourrait le faire aujourd'hui, parce qu'il y a aussi de ça. L'idée, c'est d'avoir la voie de se dire, mais c'était déjà là sous différentes formes. Et regarder, au lieu de croire qu'il faut toujours être en train de se fouetter pour mériter. Et de souffrir. Et d'occulter le plaisir à ce côté valorisation, qu'on met souvent sous le terme rémunération. Allez voir où c'est facile pour vous. Vous pourriez passer des heures. Les gens vous le disent. Souvent, c'est les gens qui nous le disent, d'ailleurs, plus que nous. Et pour ceux qui, effectivement, ont envie de se reconvertir et qui cherchent souvent en disant « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Souvent, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Souvent, c'est déjà là. Donc, merci de le montrer, Julia, de l'appuyer. Merci pour tes mots, merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Souvenez-vous, vous pouvez soutenir le podcast. Pour ce faire, c'est assez simple. Soit vous vous abonnez effectivement à votre plateforme d'écoute favorite, vous abonnez au podcast La Relève. N'hésitez pas à y mettre aussi les 5 étoiles. Pour mettre les 5 étoiles, il faut écouter un épisode jusqu'au bout. À partir de là, vous avez accès aux 5 étoiles et vous pouvez les donner. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Ça nous permet d'être un peu plus visible sur les plateformes d'écoute. Si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous dis à très vite. Et je vous dis à la semaine prochaine surtout pour un nouvel épisode de La Relève. Merci Julia. Merci Jennifer.